Une mère sans abri avec des jumelles découvre qu'elle a hérité du manoir de sa grand-mère milliardaire, mais la famille avait tout vendu en secret, jusqu'à ce que l'avocat révèle qu'ils ont oublié la clause secrète et tout bascule. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Emma Carter resserra son manteau usé autour d'elle en regardant ses filles dormir sous les marches de la bibliothèque publique. Sophie et Emily, avec leurs cheveux blonds identiques et leurs visages angéliques, méritaient bien plus que cela. Plus qu'un morceau de carton en guise de lit, plus que des restes assemblés pour les repas, plus qu'une mère qui pouvait à peine garder les yeux ouverts après 16 heures de travail. Juste une nuit de plus, se murmura-t-elle en ajustant la fine couverture sur les filles. L'ironie ne lui échappait pas. À 39 ans, Emma Carter dormait dans des ruelles et des abris temporaires avec ses jumelles de 4 ans, alors qu'elle avait grandi dans un manoir de 17 chambres et 5 salles de bain. L'espace sous l'escalier extérieur de la bibliothèque publique offrait une protection raisonnable contre la pluie et le vent. Emma choisissait toujours les endroits les plus discrets, où la police passait rarement, mais suffisamment proche des lampadaires. Sécurité et invisibilité, un équilibre instable pour quiconque vit dans la rue. Elle s'adossa contre le mur de briques, essayant de trouver une position moins inconfortable. Son corps était endolori par la journée de travail. Ce matin-là, elle avait nettoyé 3 maisons différentes, puis avait passé l'après-midi à distribuer des dépliants publicitaires, suivis de 4 heures de service dans un restaurant bon marché le soir. Les filles restaient dans une garderie communautaire, où s'il n'y avait pas de place, chez Madame Peterson, une femme âgée qui demandait presque rien pour les surveiller quelques heures. Son téléphone portable prépayé, déjà à court de batterie, affichait 3 appels manqués d'un numéro inconnu. Emma l'ignora, probablement un autre collecteur de dettes. Les factures s'accumulaient même sans avoir de toit, une assurance maladie de base pour les filles, une carte de crédit presque au maximum utilisée uniquement pour les urgences, et les frais de l'abri où elle passait les nuits les plus froides. Elle ferma les yeux un instant et se laissa envahir par le souvenir de la maison de son enfance. L'odeur des draps en coton égyptien, l'éclat des sols en marbre importé, le son de l'eau qui s'écoulait de la fontaine du jardin. Ce souvenir en amena d'autres, le silence glacial à la table du dîner, les regards désapprobateurs, les mots acérés que sa mère lui lançait comme des poignards. « Tu ne seras jamais comme nous, Emma. Toute cette rébellion prouve simplement que tu ne mérites pas le nom que tu portes. » L'une des jumelles s'agita dans son sommeil, marmonnant quelque chose d'inintelligible. « Emily. » Emma le sut sans regarder. Emily parlait toujours dans son sommeil, tandis que Sophie dormait comme une pierre. De petits détails que seule une mère pouvait connaître. La pluie commença alors, d'abord par quelques gouttes timides, puis une averse qui s'égouttait du bord des marches. Emma ajusta la bâche en plastique de fortune qu'elle avait étendue au-dessus d'elle, créant une fine barrière contre l'humidité. Leur sac à dos, contenant tous leurs biens, leur servait d'oreiller. Soudain, le faisceau d'une lampe de poche déchira l'obscurité. Un gardien de sécurité de la bibliothèque s'approcha lors de sa ronde nocturne. « Madame, vous ne pouvez pas rester ici. Je vais devoir vous demander de partir. » Emma sentit son visage brûler de honte en hochant la tête. Elle avait l'habitude d'être expulsée, mais ce n'était jamais moins humiliant. Juste le temps que la pluie cesse, tenta-t-elle de négocier en forçant un sourire. Les filles dorment. L'homme la fixa quelques secondes, son regard oscillant entre elle et les enfants. Quelque chose dans ses yeux s'adoucit. Je dois vérifier l'arrière du bâtiment. Je reviens dans environ 40 minutes, dit-il en s'éloignant. Une petite gentillesse qui fit qu'Emma dut déglutir pour retenir ses larmes. 40 minutes de paix. 40 minutes d'abri. Alors que la pluie martelait le sol autour d'elle, Emma sortit son portefeuille usé et compta ses gains de la journée. 32 $ de pourboire plus son salaire de nettoyage. Cela couvrirait à peine la nourriture pour la semaine, sans parler des autres besoins. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant le petit carnet humide où elle tenait ses comptes. Les chiffres ne s'équilibraient jamais, peu importe le nombre d'heures qu'elle travaillait. Chaque centime gagné avait déjà une destination avant même d'arriver dans sa main. Le lendemain, elle devrait se rendre au refuge pour femmes, avec de la pluie prévue toute la semaine. Dormir dans la rue n'était pas une option. Elle détestait les refuges, le bruit, le manque d'intimité, les regards apitoyés. Mais au moins, elles auraient une douche chaude. La vie n'avait pas toujours été comme ça. Il fut un temps où Emma avait un appartement décent, un emploi stable de directrice adjointe dans une galerie d'art. Mais sont arrivées les jumelles non planifiées, et leur père a disparu dès qu'il a appris qu'elle était enceinte. Peu de temps après, la galerie a fermé en raison de la crise économique. Une tempête parfaite qui l'a laissée sans soutien.
Elle a essayé plusieurs emplois, mais aucun ne payait assez pour couvrir le loyer et la garderie. Chaque mois l'enfonçait davantage dans les dettes, jusqu'à une expulsion et de multiples tentatives infructueuses pour trouver un nouveau logement qui l'ont menée à la rue. Dans une poche intérieure de son sac à dos, elle gardait une lettre, son dernier recours, une demande d'aide à la famille qu'il avait reniée 15 ans plus tôt. Écrite et réécrite des dizaines de fois, mais jamais envoyée. La fierté parlait encore plus fort que le désespoir. Dernièrement, elle pensait beaucoup à sa grand-mère, Catherine, la seule personne de la famille qui ne l'avait jamais regardée avec une déception constante. Elle se souvenait des dimanches après-midi dans la bibliothèque du manoir, lorsque sa grand-mère lui montrait ses collections d'art et lui racontait des histoires de ses voyages à travers le monde. « Tu as quelque chose de spécial, Emma, » disait Catherine, les yeux vifs. « Quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. » Emma n'a jamais compris ce que sa grand-mère voyait en elle. Quelle que soit cette qualité spéciale, elle ne l'aidait certainement pas à payer les factures ou à offrir un foyer décent à ses enfants. Elle vérifia sa montre-bracelet bon marché. Il lui restait 20 minutes avant le retour du gardien. Fermant les yeux, elle essaya de profiter de ce bref moment de repos, mais le sommeil ne venait pas. Son esprit était occupé à planifier le lendemain, déposer les filles à la garderie à 7 heures, se précipiter chez les Martin pour le ménage, puis au restaurant de Gino où elle avait réussi à obtenir quelques heures supplémentaires. Des pas rapides sur le trottoir la firent ouvrir les yeux. Un jeune couple passa en courant pour échapper à la pluie, riant ensemble, insouciants. Emma les regarda s'éloigner, si absorbés dans leur bulle de bonheur qu'ils ne remarquèrent pas la femme et les 2 enfants blottis sous l'escalier. Qu'est-ce que ce serait de retrouver ce sentiment de sécurité? De se réveiller sans l'incertitude écrasante de savoir où dormir ou quoi manger. L'une des filles toussa dans son sommeil, un petit son qui résonna fort dans le cœur d'Emma. Pour elle, elle continuerait à se battre. Pour elle, elle ravalerait sa fierté si nécessaire. Demain serait un autre jour. Peut-être meilleur, peut-être le même, peut-être pire. Emma n'attendait plus de miracles, juste assez de résilience pour continuer, pour voir ses filles grandir, pour un jour, qui sait, leur offrir plus que la simple survie. Les 40 minutes passèrent bien trop vite. Emma rassembla le peu qu'elles avaient en voyant le gardien revenir au loin. Il était temps de trouver un autre coin, un autre abri temporaire pour la nuit. Elle réveilla doucement les filles, leur visage confus par un autre déménagement en pleine nuit. Une nuit de plus au fond du gouffre, à rêver d'une surface qui semblait de plus en plus lointaine. Le matin arriva, impitoyable et humide, après une nuit de pluie continue. Emma se réveilla en sursaut lorsque le premier rayon de soleil traversa les bâtiments et frappa son visage. Ses muscles protestèrent alors qu'elle s'asseyait, ayant dormi dans une position exiguë pour protéger les filles du sol mouillé. Sophie et Émilie dormaient encore, blotties l'une contre l'autre comme toujours, partageant leur chaleur. Emma vérifia la petite montre fissurée à son poignet, une trouvaille dans la poubelle d'une bijouterie, 6h15. Bientôt, les rues s'animeraient et elles devraient quitter leur alcôve avant que quelqu'un ne les fasse partir. « Sophie, Émilie, il est temps de se réveiller », murmura-t-elle en touchant doucement les cheveux emmêlés des filles. Les jumelles grognèrent à l'unisson mais ouvrirent bientôt les yeux, habituées à la routine des réveils précoces et des départs rapides. « C'est mouillé ici, maman », se plaignit Sophie, toujours la plus observatrice. « Aujourd'hui, nous irons au centre communautaire. Ils ont de la soupe chaude ce matin, promis Emma. Ensuite, nous pourrons peut-être nous asseoir à la bibliothèque publique pour que maman cherche du travail. » La promesse d'un repas chaud et d'un endroit sec suffit à les réconforter. Emma les aida à utiliser la salle de bain de fortune, un coin discret derrière une benne à ordures, puis leur lava le visage avec de l'eau qu'elle gardait dans une vieille bouteille. De leur unique grand sac à dos en lambeaux, elle sortit une brosse à cheveux cassés pour arranger un peu les filles. Alors qu'elle marchait sur le trottoir humide en direction du centre communautaire qui servait le petit déjeuner aux personnes sans abri, Emma répétait mentalement son plan pour la journée. S'arrêter au point de distribution de couches et de produits d'hygiène, essayer de trouver un petit boulot au marché en aidant les gens à porter leurs courses, et peut-être trouver un endroit sûr pour les filles pendant qu'elle tenterait de faire la plonge au restaurant qui l'embauchait parfois à la journée. Elle était si absorbée par ses calculs de survie qu'elle remarqua à peine l'homme debout à l'entrée du centre, vérifiant à plusieurs reprises un papier dans sa main et regardant autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un. Grand, vêtu d'un costume gris bien coupé et de chaussures cirées qui juraient avec l'environnement simple. L'homme repéra Emma qui s'approchait avec ses 2 filles. Ses yeux se posèrent sur elle, un instant de trop. « Emma Carter » demanda-t-il en faisant un pas vers elle. Instinctivement,
Emma serra les filles contre elle, son corps se tendant. Des années dans la rue avaient aiguisé son instinct de protection. « Qui demande ?» répondit-elle prudemment. La vie dans la rue lui avait appris à se méfier des étrangers bien habillés qui connaissaient son nom. Il pouvait être un travailleur social, un policier en civil ou un fonctionnaire de la ville voulant les faire partir. « Michael Harris, du cabinet Harris et Associés », dit-il en tendant une carte de visite avant de continuer, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle la prenne. « Je suis l'avocat en charge de la succession de Catherine Whitmore. J'essaie de vous joindre depuis des jours. » Un frisson parcourut l'échine d'Emma. Entendre le nom de sa grand-mère, qu'elle n'avait pas entendu prononcer à voix haute depuis si longtemps, lui parut étrange et lointain. « Mes filles doivent manger, » répondit-elle froidement, ignorant la carte tendue. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je comprends votre situation, mademoiselle Carter, mais... » Madame Carter, corrigea-t-elle automatiquement en entraînant ses filles. Madame Carter, acquiesça-t-il d'un signe de tête. « Je suis ici au nom de votre grand-mère. Catherine Whitmore est décédée il y a 10 jours. » Emma se figea. Les mots la frappèrent comme un coup inattendu. Extérieurement, son visage resta un masque sculpté par des années de difficultés. À l'intérieur, cependant, une tempête d'émotions contradictoires faisait rage. Sa grand-mère, la seule de la famille à lui avoir jamais montré la moindre gentillesse, même lointaine, était morte. Sans même qu'Emma sache qu'elle était malade. « Je suis désolée, » dit-elle automatiquement, car c'était la chose polie à dire, pas parce qu'elle le ressentait vraiment. Comment pouvait-elle pleurer quelqu'un qui avait à peine fait partie de sa vie ? « Maman, j'ai faim, » gémit Emily en lui tirant la main, brisant l'instant. « Nous devons parler du testament, » insista Harris, regardant maintenant les enfants avec leurs vêtements usés et leurs visages pâles. « C'est vraiment important, Madame Carter. » Emma faillit rire. « Le testament. Bien sûr. Une formalité juridique exigée par la famille, très probablement, nécessitant sa signature pour renoncer à tout droit qu'elle pourrait avoir. Comme si elle avait réellement des droits. Écoutez, Monsieur Harris, je ne sais pas qui vous envoie ni pourquoi, mais j'ai été expulsé de la famille Whitmore il y a 15 ans. Renié, oublié, effacé de l'arbre généalogique. Quoi que vous vouliez que je signe, gardez-le. J'ai des affaires plus urgentes. » L'avocat ajusta sa cravate, visiblement mal à l'aise dans cet environnement. « Madame Carter, je ne suis pas venu vous demander une renonciation. Bien au contraire. Votre grand-mère a laissé des instructions explicites dans son testament. Le manoir Whitmore et une part considérable de la succession vous ont été légués. » Le monde sembla se figer un instant. Emma sentit le sang quitter son visage. « C'est une sorte de mauvaise blague ?» demanda-t-elle finalement à voix basse pour que les filles n'entendent pas sa détresse. « Pas du tout. J'ai tous les documents ici. Nous pouvons en parler après que vos filles auront pris leur petit déjeuner. C'est vraiment important. » Emma regarda ses filles curieuses, puis l'avocat impeccablement vêtu. Quelque chose n'allait pas. Sa famille la détestait. Sa mère avait été claire, Emma ne verrait pas un centime de l'argent des Whitmore. Et sa grand-mère, bien que parfois gentille, n'avait jamais ouvertement défendu Emma ni offert son aide quand elle en avait le plus besoin. « Elle mange d'abord, sédatez-elle finalement. Ensuite, nous parlerons. Faites vite. » Harris hocha la tête, soulagé, et attendit pendant qu'Emma emmenait les filles dans le centre communautaire. Le lieu était simple mais accueillant, avec de longues tables où les sans-abri recevaient un petit déjeuner gratuit. Emma aida ses filles à s'asseoir et fit la queue pour prendre 3 plateaux. « C'est qui, l'homme en costume, maman ?» demanda Sophie, toujours observatrice, en grignotant un morceau de pain. « Quelqu'un qui connaissait grand-mère Catherine », répondit vaguement Emma. Les filles en savaient si peu sur sa famille que le nom ne leur disait probablement rien. « On a une grand-mère » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent de surprise. Emma sentit une pointe de culpabilité. Les filles n'avaient jamais rencontré de membres de leur famille, ni du côté de leur père, un petit ami qui avait disparu à l'annonce de la grossesse, ni du côté d'Emma, qui l'avait complètement rejeté. « On en avait une » corrigea-t-elle doucement. Mais elle vivait très loin. Après que les filles eurent fini de manger, Emma s'approcha de l'un des bénévoles, Jerry, un homme plus âgé qui accueillait toujours les jumelles avec un sourire chaleureux. « Jerry, pourriez-vous les surveiller quelques minutes ? J'ai quelque chose à régler dehors. » « Bien sûr, Emma. Elles peuvent m'aider à organiser des dons de livres pour enfants qui sont arrivés. » Une fois les filles occupées, Emma sortit retrouver Harris, qui attendait patiemment en consultant son téléphone coûteux. « Nous avons 15 minutes, annonça-t-elle.
Parlez. Harris regarda autour de lui, mal à l'aise. Pourrions-nous aller à ma voiture pour plus d'intimité? Emma hésita. Ses instincts de survie criaient de ne pas monter dans un véhicule avec un étranger, mais son attitude professionnelle et le fait qu'il se trouvait juste devant un centre communautaire animé la firent accepter. Dans la luxueuse Audi garée à quelques pas, Harris ouvrit sa mallette et étala des documents sur la console centrale. Catherine Whitmore est décédée paisiblement dans son sommeil, commença-t-il d'un ton professionnel qu'il devait utiliser avec chaque client. Au cours de ces dernières années, elle a apporté plusieurs modifications à son testament. La plus importante, il y a environ 18 mois. Cette dernière version est absolument claire, le manoir Whitmore et un tiers de ses investissements vous sont légués, Emma Carter. Emma regarda les papiers sans vraiment les voir. Ça n'a aucun sens, murmura-t-elle. Elle ne m'a jamais contacté. Jamais offert d'aide quand nous étions dans la rue. Harris ajusta ses lunettes, mal à l'aise. J'ai bien peur qu'il y ait des complications dans cette histoire. Madame Whitmore m'a confié qu'elle a essayé de vous joindre à de nombreuses reprises au fil des ans. Je n'ai jamais reçu de message, secoua la tête Emma, incrédule. Et ce n'est pas comme si j'étais difficile à trouver. Je suis littéralement dans la rue. Elle suspecta une ingérence de la famille. Harris sortit une petite enveloppe du dossier. Elle a laissé ceci pour vous, à remettre avec le testament. D'une main tremblante, Emma prit l'enveloppe. L'écriture élégante de sa grand-mère ramena un flot de souvenirs, des cartes d'anniversaire d'enfance, de petits mots laissés avec des cadeaux. Ma chère Emma, si tu lis ceci, c'est que j'ai quitté ce monde sans avoir réussi ce que je voulais le plus. Te serrer dans mes bras une dernière fois et rencontrer mes arrière-petites-filles. J'ai essayé de te retrouver pendant des années, mais ta mère et tes oncles m'ont toujours assuré que tu ne voulais aucun contact, que tu allais bien et préférais garder tes distances avec la famille. Ce n'est que récemment que j'ai découvert les mensonges. J'espère que le manoir, désormais légalement tien, t'apportera, à toi et aux filles, le confort et la sécurité que vous méritez. Je sais que l'argent n'effacera pas les blessures du passé, mais peut-être pourra-t-il aider à construire un avenir meilleur. Avec un amour éternel, grand-mère Catherine. Emma plia lentement la lettre, une seule larme s'échappant sur son visage marqué par des années d'épreuves. Combien? Demanda-t-elle finalement. Pardon? Le montant. Combien a-t-elle laissé? Harris consulta les documents. Outre le manoir, évalué à environ 4,8 millions de dollars, il y a des investissements totalisant approximativement 2,3 millions de dollars. Emma laissa échapper un rire sec, presque hystérique. Vous réalisez à quel point c'est absurde, n'est-ce pas? Une blague cosmique cruelle. J'ai passé les 3 dernières années à dormir dans des ruelles et des entrées, à mendier de la nourriture, à ramasser des canettes pour acheter des couches. Et maintenant, vous me dites que je suis millionnaire. Il y a une complication, intervint Harris, sont-on prudent? Votre famille a contesté le testament immédiatement après sa lecture. Et de plus, ils ont vendu le manoir. Ils l'ont vendu? Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Comment peuvent-ils vendre quelque chose qui ne leur appartient pas? Ils l'ont fait avant la lecture du testament, en prétendant avoir l'autorisation. Mais votre grand-mère avait prévu cette possibilité. Il y a une clause spécifique exigeant votre consentement pour toute vente de la propriété, en toutes circonstances. Emma s'enfonça dans le siège en cuir, abasourdie par la nouvelle. « Je veux voir la maison », déclara-t-elle soudainement. « Aujourd'hui. » Harris parut surpris. « Eh bien, nous pouvons programmer. »« Non, aujourd'hui. » Maintenant, s'imposa Emma avec détermination. « Je dois être de retour pour récupérer mes filles dans 1 heure. D'ici là, je veux voir le manoir de mes propres yeux. » L'avocat hésita un instant, puis hocha la tête. « Je peux vous y emmener tout de suite. Et vos filles? » Emma réfléchit rapidement. « Elles resteront avec Jerry au centre. C'est l'un des rares endroits où j'ai confiance. » Emma n'aurait jamais imaginé retourner dans le quartier riche où elle avait grandi, assise sur la banquette arrière d'une voiture aussi chère. L'Audi de Harris glissait silencieusement dans les rues bordées d'arbres de Westbrook Hills. Le contraste entre ce monde et le sien était maintenant si frappant qu'il en paraissait surréaliste. Alors qu'ils approchaient de la propriété, le cœur d'Emma battait la chamade. 15 ans. 15 longues années depuis qu'elle avait quitté ses grilles en jurant de ne jamais revenir, n'emportant qu'un vieux sac à dos et une détermination féroce de prouver sa valeur loin de l'argent des Whitmore. Quand Harris s'arrêta devant les imposantes grilles en fer, Emma ne put retenir un soupir.
Le manoir se dressait au loin, aussi majestueux que dans ses souvenirs, avec des colonnes blanches à l'entrée, de hautes fenêtres et les vignes que sa grand-mère aimait, couvrant une partie de la façade latérale. « Les nouveaux propriétaires ne se sont pas encore installés ?» demanda-t-elle, confuse de ne voir aucun signe d'occupation. « Comme je l'ai mentionné, il y a des complications juridiques. Bien que la vente ait eu lieu, elle ne peut être finalisée sans votre consentement. Les acheteurs attendent une résolution avant d'emménager. » Harris composa un code sur le panneau électronique et les grilles s'ouvrirent lentement. Madame Whitmore m'avait donné l'accès pour des inspections périodiques. J'ai toujours l'autorisation d'entrer. Emma l'entendit à peine. Elle était perdue dans les souvenirs déclenchés par la longue allée. Là, sur la droite, se trouvaient les balançoires où elle avait passé d'innombrables heures enfant. Plus loin, le chêne centenaire où son père lui avait appris à grimper, avant que l'alcool ne le transforme en une coquille amère de l'homme qu'il était. Harris se gara dans l'allée circulaire devant l'entrée principale. Emma resta un instant dans la voiture, rassemblant son courage. « Si vous avez besoin d'un moment, je peux attendre », offrit l'avocat, la surprenant par sa douceur. « Non, finissons-en. » Monter les marches de l'entrée était comme un voyage dans le temps. Chaque marche ravivait des souvenirs, certains bons, la plupart amers. L'écho de la clé tournant dans la serrure résonna dans le silence, et lorsque la porte s'ouvrit, Emma sentit l'odeur familière du bois ciré et des produits de nettoyage coûteux toujours utilisés dans le manoir. Le hall d'entrée était exactement comme elle s'en souvenait, avec son sol en marbre italien, son lustre massif en cristal et son escalier majestueux menant au deuxième étage. Mais l'endroit était vide. Pas de meubles anciens, pas de peinture de valeur, pas de tapis persan que sa grand-mère appréciait tant. « Où sont les meubles ?» demanda-t-elle, sa voix résonnant dans l'espace nu. « Votre famille les a vendus séparément », expliqua Harris. Certains articles ont été mis aux enchères, d'autres vendus en privé. La colère monta en Emma. Pas pour la perte des objets, mais pour le manque de respect envers la mémoire de sa grand-mère, pour une avidité aussi flagrante. Elle traversa le hall pour entrer dans le salon, ses pas résonnants. L'énorme pièce, autrefois remplie de canapés élégants et d'antiquités, était maintenant vide, révélant des marques sur le sol là où les meubles avaient jadis reposé. La seule preuve qu'elle avait un jour été une maison. « Tiens-toi droite, Emma. Une dame ne s'affale pas sur un canapé comme ça. » La voix de sa mère, froide et critique, semblait résonner contre les murs. Emma pouvait presque la voir, là, chignon impeccable, perle au cou, soulignant chaque défaut, chaque imperfection. « Tu es une honte pour le nom Whitmore. Tu agis comme une sauvage. » Elle se dirigea vers la salle à manger, où l'immense table en acajou pouvant accueillir 20 personnes avait disparu. Cet espace, maintenant juste un sol poli, avait été le témoin des dîners formels qu'elle détestait, des leçons d'étiquette continues, des réprimandes publiques chaque fois qu'elle ne répondait pas aux attentes. « Fais-nous la gentillesse de ne pas embarrasser la famille devant les invités, Emma. » La voix de l'oncle Richard, toujours condescendante. Le même oncle qui, selon Harris, menait les efforts pour contester le testament. La visite se poursuivit à travers le manoir fantôme, chaque pièce vide ravivant des souvenirs qu'Emma avait refoulés pendant des années. La bibliothèque, son refuge préféré, était maintenant sans ses étagères du sol au plafond, ses volumes rares ou le fauteuil en cuir où Emma se blottissait pendant des heures. En arrivant au studio de musique, Emma s'arrêta sur le seuil. Il y avait autrefois un piano à queue où sa grand-mère jouait Chopin les dimanches après-midi. C'est là qu'Emma avait appris à jouer, montrant un talent que même sa mère ne pouvait critiquer. « Ils ont vendu le piano aussi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Harris consulta ses notes. « Je crois que oui. Il a été vendu aux enchères avec la plupart des objets de valeur. » Emma ressentit une véritable pointe de tristesse. Ce piano représentait plus qu'un objet de valeur, c'était l'un des rares endroits dans cette maison où elle se sentait vraiment vue, où son talent était apprécié plutôt que scruté. Au deuxième étage, elle passa devant l'ancienne chambre de ses parents, la chambre d'amis où tante Hélène séjournait pendant les vacances, les suites rarement utilisées sauf lorsque la maison accueillait des invités importants. Finalement, elle atteignit son ancienne chambre. La porte était entr'ouverte, comme une invitation. Emma hésita, la main tremblante, avant de la pousser. L'espace était aussi vide que le reste, mais différent, d'une certaine manière. Les murs, autrefois couverts d'affiches de groupes que sa mère méprisait, étaient maintenant nus. La grande fenêtre offrait toujours la même vue sur les jardins de l'arrière, mais le siège rembourré où elle rêvait avait disparu. « Ils n'ont vraiment rien laissé », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Harris, qui se tenait respectueusement à la porte.
Elle se dirigea vers le centre de la pièce et ferma les yeux. Elle pouvait imaginer chaque détail, le lit à baldaquin qu'elle trouvait excessif mais qu'elle adorait secrètement, la bibliothèque remplie de titres que sa mère désapprouvait, le bureau où elle écrivait dans son journal ses rêves de liberté. C'est dans cette chambre qu'elle avait pleuré nuit après nuit lorsqu'elle avait annoncé sa grossesse et avait été accueillie par des ultimatums au lieu de soutien. C'est de cette chambre qu'elle était partie pour la dernière fois, rejetée, déshéritée, mais déterminée à survivre sans la fortune des Whitmore. Et maintenant, ironiquement, tout lui revenait. « Vous avez dit qu'ils avaient vendu la maison », rompit le silence Emma en se tournant vers Harris. « À une société de promotion immobilière. Il prévoit de démolir le manoir et de construire une copropriété de luxe. » Emma se sentit comme si on l'avait frappée. Démolir. Détruire complètement le lieu, malgré tout, ses racines se trouvaient. C'est en apprenant cela que votre grand-mère a fait sa modification la plus importante au testament, poursuivit Harris. La clause que j'ai mentionnée. Elle savait que votre mère et vos oncles essaieraient de vendre la propriété immédiatement après sa mort. Que dit exactement la clause ? En termes simples, elle stipule que toute vente du manoir Whitmore nécessite le consentement explicite d'Emma Carter. Sans ce consentement, tout contrat de vente est considéré comme nul. Alors comment ont-ils pu vendre sans mon consentement ? Harris ajusta ses lunettes, visiblement mal à l'aise. Votre mère a prétendu que vous aviez renoncé à tous vos droits sur la succession Whitmore lorsque vous êtes parti. Elle a présenté un document portant prétendument votre signature. C'est un faux, déclara immédiatement Emma. J'ai à peine réussi à signer des documents pour les refuges et les services sociaux, encore moins une renonciation légale. C'est ce que nous suspectons. Nous avons déjà demandé une analyse graphologique. Emma se dirigea vers la fenêtre, contemplant les jardins autrefois impeccablement entretenus et qui montraient maintenant des signes de négligence. La fontaine des cygnes, autrefois la pièce préférée de sa grand-mère, était éteinte, l'eau stagnante et verdâtre. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle sans se détourner de la vue. « Il y a une audience préliminaire la semaine prochaine. Si l'analyse prouve que la signature est un faux, la vente sera automatiquement annulée. Le manoir et les actifs seront à vous, comme le souhaitait Catherine. Et si je n'en veux pas ? Harris parut confus. C'est-à-dire ? Si je ne veux pas du manoir. Si je préférais l'argent, pourrais-je vendre la propriété moi-même ? Absolument. Une fois votre droit établi, la propriété est à vous pour en faire ce que vous voulez. Emma hocha lentement la tête, son esprit bouillonnant de considération. Il y avait tant de choses à penser. Un toit sur la tête des filles, de la nourriture décente tous les jours, des écoles, la sécurité. Mais il y avait aussi le poids des souvenirs, le symbolisme de retourner à l'endroit d'où elle avait été chassée. Votre famille se battra certainement, avertit Harris. Ils sont déterminés à vous tenir à l'écart de la fortune Whitmore. Je n'ai jamais voulu de leur argent, dit Emma doucement, plus pour elle-même que pour l'avocat. Je voulais juste appartenir, être acceptée telle que j'étais. Catherine le savait, répondit doucement Harris. C'est pourquoi elle s'est embattue pour protéger votre part de l'héritage. En quittant le manoir, Emma se sentit à la fois plus légère et plus lourde. La nouvelle était si surréaliste qu'elle semblait être un rêve élaboré, le genre qu'elle aurait pu avoir après une nuit particulièrement difficile dans la rue. Dans la voiture, sur le chemin du retour vers le centre-ville où elle devait récupérer ses filles, Emma regarda ses mains calleuses, durcies par le travail et les éléments. Des mains qui, apparemment, détenaient maintenant le pouvoir sur une fortune. « Il y a une chose que je dois savoir », dit-elle à Harris alors qu'il se garait devant le centre. « Pourquoi ma grand-mère a-t-elle attendu de mourir pour faire ça ? Pourquoi ne pas me retrouver de son vivant, me sortir de la rue ?» L'avocat coupa le moteur, pensif. « Madame Whitmore m'a confié qu'elle a essayé de vous localiser à de nombreuses reprises au fil des ans. Mais votre famille n'arrêtait pas de dire que vous aviez clairement fait savoir que vous ne vouliez aucun contact, que vous alliez bien et n'aviez pas besoin d'eux. Ce n'est qu'au cours des 2 dernières années, lorsque sa santé a décliné, qu'elle a engagé un détective privé qui a découvert la vérité. Que j'étais dans la rue avec 2 enfants, dit amèrement Emma. Oui. C'est à ce moment-là qu'elle a apporté les modifications les plus importantes à son testament. Je crois qu'elle a essayé de vous joindre directement à plusieurs reprises par la suite. Emma se souvint des étrangers en beaux vêtements qu'elle avait évités par peur, des lettres qu'elle n'avait jamais reçues car elle n'avait pas d'adresse fixe, de la fois où elle avait fui des fonctionnaires, croyant qu'ils étaient des travailleurs sociaux venus prendre ses filles. « Je vais me battre », déclara-t-elle soudainement. «
pas pour l'argent ou le manoir lui-même. Mais parce que mes filles méritent une maison, de la nourriture, une vie décente. Et parce que je ne les laisserai pas s'en tirer avec ce qu'ils ont fait. Harris hocha la tête, une légère expression de respect dans les yeux. J'espérais que vous diriez ça. Je vous contacterai demain pour les prochaines étapes. Avez-vous un numéro de téléphone ou devrions-nous nous retrouver ici? Je n'ai pas de téléphone, dit Emma, la réalité de sa situation contrastant vivement avec les discussions sur des millions. Je serai ici demain matin, à l'heure du petit déjeuner. Emma sortit de la voiture et entra dans le centre. Par la fenêtre, elle vit Sophie et Émilie par terre, regardant des livres pour enfants usés, ignorant le tournant monumental que leur vie venait de prendre, aussi inconsciente qu'elle l'était des luttes quotidiennes auxquelles elle faisait face. Elle prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. En quelques heures, elle était passée de sans-abri à possible millionnaire, de rejetée à héritière. C'était une nouvelle si inattendue qu'elle n'arrivait toujours pas à y croire pleinement. Était-ce un piège? Ou l'univers était-il enfin en train de rééquilibrer la balance? 3 jours après avoir visité le manoir, Emma attendait avec ses filles dans le petit café à côté du bureau de Harris. L'avocat avait insisté pour qu'ils se rencontrent là plutôt qu'au centre communautaire, et il avait fourni assez d'argent à Emma pour acheter des vêtements de base pour elle et les filles. Les apparences comptent au tribunal, avait-il expliqué, et bien qu'Emma détestât l'admettre, elle savait qu'il avait raison. Sophie et Émilie étaient fascinées par les cupcakes au chocolat devant elles, une gâterie inédite. Emma regardait leurs expressions ravies tout en sirotant son café, essayant d'ignorer les regards des autres clients sur leur tenue encore simple. La porte s'ouvrit et Harris entra précipitamment, l'air plus tendu que d'habitude. « Désolé, je suis en retard », dit-il en s'asseyant. Il jeta un coup d'œil aux filles et offrit un bref sourire. « Bonjour Sophie, Émilie. » Les jumelles le regardèrent curieusement, puis retournèrent leur attention sur les cupcakes. « Que s'est-il passé ?» demanda Emma, notant la tension sur son visage. Harris prit une profonde inspiration. « Votre famille a déposé une contestation formelle du testament. Ils prétendent que Catherine souffrait de démence dans ces dernières années et n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle a fait les modifications. » Emma ferma les yeux un instant. « Est-ce vrai? » « Absolument pas. Votre grand-mère a subi des évaluations neurologiques complètes avant chaque modification de son testament, précisément en prévision de ce genre de tactique. J'ai tous les rapports médicaux confirmant sa capacité mentale. » Emma hocha la tête, soulagée. « Il y a plus, » poursuivit Harris. « Le juge a fixé une audience préliminaire pour la semaine prochaine. Votre présence est obligatoire. Et les filles? Nous pouvons trouver quelqu'un de confiance pour s'occuper d'elles pendant l'audience. » Emma secoua la tête. « Je ne laisse pas mes enfants avec des étrangers. »« Je comprends. Nous trouverons une solution, » assura Harris en prenant des notes. « Une dernière chose que vous devez savoir. Votre mère et vos oncles ont demandé une réunion avec vous avant l'audience. Ils disent vouloir résoudre cela en famille. » Emma eut un rire amer. « En famille. Maintenant, ils se souviennent que nous partageons le même sang, après m'avoir laissé dans la rue pendant des années. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, » ajouta rapidement Harris. « Légalement, notre cas est solide. » Emma regarda ses filles, absorbées dans leur propre petit monde, inconscientes de la bataille imminente. « Que pensez-vous que je devrais faire ?» Harris hésita, choisissant ses mots avec soin. « Professionnellement, je dirais d'éviter tout contact sans ma présence. Il pourrait essayer de vous manipuler ou d'obtenir des déclarations qui nuiraient à notre cas. » Il fit une pause. « Mais personnellement, parfois, regarder dans les yeux ceux qui nous ont fait du mal peut nous donner la force dont nous avons besoin pour avancer. » Emma réfléchit à ces paroles. Une partie d'elle voulait éviter ces gens qui l'avaient rejetée. Une autre partie aspirait à une confrontation, à leur montrer qu'elle avait survécu malgré eux. « J'y réfléchirai, » répondit-elle finalement. La salle de conférence du cabinet d'avocats Benson et Wallace ressemblait exactement à ce qu'Emma imaginait d'un bureau d'avocat de famille. Boiseries sombres, peinture de paysages coûteuses et une table de conférence valant probablement plus que tout ce qu'Emma avait jamais possédé. À côté de Harris, elle attendait, essayant de calmer ses nerfs. Elle avait décidé de laisser les jumelles au centre communautaire avec Jerry et sa femme, des personnes en qui elle avait suffisamment confiance. La porte s'ouvrit et Emma sentit son estomac se nouer. Sa mère, Suzanne Whitmore, entra la première, toujours élégante à 65 ans, avec des cheveux blonds parfaitement teints, des perles à son cou et un tailleur bleu marine impeccable. Derrière elle, ses oncles Richard et Hélène,
tout aussi bien habillés et arborant des expressions gardées. Pendant un instant, personne ne parla. Suzanne regarda Emma comme si elle voyait un fantôme. « Emma, dit-elle finalement, la voix contrôlée. Tu as l'air différente. 15 ans dans la rue, ça vous change, mère, répondit Emma, surprise par son propre calme. Richard s'éclaircit la gorge, impatient. Allons droit au but. Nous sommes ici pour discuter d'un règlement raisonnable pour tout le monde. Raisonnable, répéta Emma. Comme il était raisonnable de jeter votre nièce enceinte hors de la maison, ou de mentir à ma grand-mère en lui disant que je ne voulais aucun contact. On ne peut pas changer le passé, intervint Hélène, qui avait toujours été la plus diplomate. Nous sommes ici pour parler de l'avenir. L'avocat de la famille, un homme d'âge moyen à l'expression ennuyée, posa un dossier sur la table. Notre proposition est simple. Nous sommes prêts à offrir à Madame Carter un appartement meublé de 2 chambres en centre-ville et une allocation mensuelle de $3000 pour les dépenses de ses enfants. Harris plissa les yeux. En échange de la renonciation à tout droit sur le manoir Whitmore et le reste de la succession, termina l'avocat. Un accord propre et final. Emma sentit une vague de colère monter en elle. Vous pensez vraiment pouvoir acheter ma dignité pour si peu cher, après tout ce que vous avez fait? Sois raisonnable, Emma, dit Suzanne en se penchant en avant. Pense à tes filles. Elles méritent un foyer stable, une éducation de qualité. N'ose même pas mentionner mes filles, répondit Emma, sa voix dangereusement basse. Pas quand vous n'avez même pas demandé leur prénom. Un silence gêné s'installa dans la pièce. Sophie et Émilie, dit doucement Suzanne, surprenant Emma. Je connais les prénoms de mes petites filles. Emma cligna des yeux, confuse. Comment? Catherine m'a montré les photos que le détective a prises. Elles sont magnifiques. Elles te ressemblent à leur âge. Il y avait quelque chose dans la voix de Suzanne qui semblait différent, presque sincère. Emma ne savait pas si elle pouvait y croire. Pourquoi perdons-nous du temps avec des sentimentalités? Intervint Richard. Le fait est qu'Emma ne peut pas gérer une propriété de cette taille. Elle peut à peine prendre soin d'elle-même. Ça suffit, Richard, le coupa Suzanne, à la surprise de tous. Emma a survécu dans la rue pendant des années sans notre aide. Ne sous-estime pas sa force. Emma regarda sa mère avec méfiance. Que se passait-il? Était-ce une sorte de tactique? Nous n'acceptons pas la proposition, déclara fermement Harris. Ma cliente a droit au manoir et à sa part de la succession, comme déterminé par le testament valide de Catherine Whitmore. Alors nous nous verrons au tribunal, menaça Richard en se levant brusquement. Tout le monde se prépara à partir, mais Suzanne hésita. Emma, j'aimerais rencontrer les filles. Peut-être pourrions-nous prendre un café. Emma se figea, prise au dépourvu par la demande. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Suzanne parut sincèrement pleine de remords. Parce que j'ai fait des erreurs. Des erreurs terribles que je ne peux pas défaire. Mais peut-être n'est-il pas trop tard pour être une grand-mère, même si je ne pourrai jamais vraiment être une mère pour toi à nouveau. Emma étudia le visage de sa mère, cherchant la manipulation. Elle vit de nouvelles rides qui n'étaient pas là avant, une fatigue dans ses yeux qui semblait réelle. J'y réfléchirai, dit-elle finalement. Mais je ne promets rien. Ils sont désespérés, dit Harris une fois qu'ils furent seuls. Cette offre le prouve. Emma était encore secouée par la réunion. Ma mère semblait différente. Ne vous y trompez pas, avertit Harris. Les gens changent rarement aussi radicalement. Vous pensez que c'est juste une ruse? Pour vous faire abandonner la demande d'héritage, ou pour gagner votre confiance et vous manipuler plus tard? Restez sur vos gardes. Emma hocha la tête, mais quelque chose en elle était encore troublée par les paroles de sa mère au sujet des filles. Suzanne voulait-elle vraiment rencontrer ses petites filles, ou tout cela n'était-il qu'une question d'argent? Dans le petit parc près du centre communautaire, Emma regardait Sophie et Émilie jouer sur les balançoires, poussées par Jerry. Le soleil de fin d'après-midi projetait une lueur dorée qui rendait le moment presque normal, comme n'importe quelle famille profitant de la journée. Maman. Emma se tourna pour voir Suzanne debout à quelques mètres, tenant un sac en papier. Elle portait des vêtements plus décontractés que d'habitude, un pantalon clair et un chemisier ample, comme si elle essayait de ne pas se faire remarquer. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Emma, tendue. « Comment m'as-tu trouvé ?»« Votre avocat a mentionné que vous passiez du temps dans ce centre, » répondit Suzanne en faisant un pas hésitant. « J'ai apporté quelque chose pour les filles. » Emma resta silencieuse,
partageait entre dire à sa mère de partir et la laisser rester. Ce sont elles? Demanda Suzanne en jetant un coup d'œil aux jumelles sur les balançoires. Oui. Elles sont identiques. Sophie a une petite tache de naissance derrière l'oreille droite. C'est la seule différence physique. Suzanne sourit légèrement. Tu avais une marque similaire, tu sais. Pas derrière l'oreille, mais sur l'épaule. Je sais, répondit Emma, surprise que sa mère se souvienne d'un tel détail. Un long silence inconfortable suivit. Que as-tu apporté? Demanda finalement Emma en désignant le sac. Suzanne le lui tendit. Juste quelques livres pour enfants. Je me suis souvenu à quel point tu les aimais à leur âge. Emma ouvrit le sac et trouva 3 livres d'images classiques dans des éditions neuves et colorées. Quelque chose se serra dans sa poitrine alors qu'elle reconnaissait des histoires que sa mère lui lisait autrefois. Avant que tout ne change. Pourquoi fais-tu ça, maman? Que veux-tu vraiment? Suzanne prit une profonde inspiration. Quand ton père est mort, quelque chose en moi est mort aussi. Je me suis endurcie, je suis devenue la personne froide que tu as connue à l'adolescence. Elle fit une pause. Je ne demande pas pardon, Emma. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Jeter ma fille enceinte dehors, mentir à ta grand-mère. Alors quoi? Tu essaies de te donner bonne conscience? Je veux rencontrer mes petites filles avant de mourir, dit simplement Suzanne. Et peut-être, si tu me laisses faire, leur montrer que tous les Whitmore ne sont pas des monstres. Emma étudia le visage de sa mère, cherchant des signes de tromperie. Elle ne vit qu'une femme vieillissante, apparemment sincère dans son regret. Mais des années dans la rue avaient appris à Emma à se méfier des apparences. J'y réfléchirai, dit-elle en remettant les livres dans le sac. Mais si c'est une sorte de piège pour me faire renoncer à l'héritage, ce n'est pas. Non, l'assura Suzanne. Richard et Hélène ne se soucient que de l'argent. Mais moi? Sa voix se brisa, je veux juste une chance de réparer au moins une de mes erreurs. Alors que Suzanne s'éloignait, Emma resta immobile, la regardant. Une partie d'elle voulait croire au changement de sa mère, à un remords tardif. Une autre partie, plus gardée, se rappelait toutes les manipulations qu'elle avait subies, les promesses vides, la désapprobation sans fin. Valait-il la peine de se battre pour une maison qui l'avait toujours fait se sentir indésirable? La question résonnait dans son esprit alors qu'elle reportait son regard sur Sophie et Émilie, riant sur les balançoires. Pour elle, peut-être que ça en valait la peine. Pas pour le manoir lui-même, pas pour les souvenirs douloureux, mais pour l'avenir qu'elle pourrait construire sur les décombres du passé. Si seulement elle pouvait faire confiance aux intentions de sa mère. Si seulement elle pouvait être sûre de ne pas être à nouveau blessée. Emma serra le sac de livres contre sa poitrine et prit une décision. Elle resterait prudente, mais elle ne fermerait pas complètement la porte. Les filles méritaient de rencontrer leur grand-mère, la vraie personne, si une telle personne existait derrière le masque de Suzanne Whitmore. Mais Emma garderait ses distances, armée des leçons de la rue qu'elle avait apprises au fil des ans. Elle ne serait plus jamais la jeune fille naïve qui croyait aux promesses vides de sa famille. Le palais de justice du comté était un imposant bâtiment de pierre grise avec des colonnes blanches qui firent qu'Emma se sentit petite et insignifiante. Elle tenait fermement les mains de ses filles en montant les marches de l'entrée. Harry s'attendait en haut, tenant sa mallette en cuir coûteuse et arborant un sourire confiant. Emma aurait aimé partager son assurance. Prête? Demanda-t-il en regardant sa robe simple mais soignée, achetée d'occasion avec de l'argent qu'il lui avait avancé. Non, admit Emma. Mais finissons en. Harry hocha la tête et s'accroupit au niveau des jumelles. Bonjour Sophie et Émilie. Vous vous souvenez de moi? Les filles hochèrent timidement la tête. Au cours des derniers jours, il était devenu une présence constante, apportant toujours de petits cadeaux et les traitant avec gentillesse. Il y a une salle spéciale pour vous pendant que votre maman est à l'audience, expliqua-t-il. Elle a des livres et des jouets. Qu'en pensez-vous? Émilie regarda Emma, incertaine. Tu restes avec nous, maman? Je ne peux pas, ma chérie. Je dois m'occuper de quelque chose d'important. Mais je serai tout prêt, et dès que ce sera fini, je viendrai vous chercher, d'accord? Sophie croisa les bras, méfiante. Tu promets que tu reviendras? La question frappa Emma de plein fouet. Bien sûr que les filles craignaient les séparations. Leur vie dans la rue avait été définie par l'instabilité et la nécessité de toujours rester ensemble. Je le promets de tout mon cœur, dit Emma en les serrant dans ses bras. Et je tiens toujours mes promesses, n'est-ce pas? Les jumelles hochèrent la tête, un peu plus rassurées. Une travailleuse sociale nommée Marina arriva pour les emmener,
assurant à Emma qu'elle prendrait bien soin d'elle. Malgré tout, les regarder s'éloigner dans le couloir, jetant des regards en arrière comme si elle craignait qu'elles ne disparaissent, fut difficile. « Elles iront bien », dit Harris en guidant Emma vers la salle d'audience. « Maintenant, nous devons nous concentrer. Votre famille a fait appel à des renforts. » À l'intérieur, Emma repéra immédiatement sa mère et ses oncles assis derrière une table avec non pas un, mais 3 avocats coûteux et expérimentés. Suzanne fit un signe de tête discret à Emma, son visage illisible. Le juge Caldwell était un homme d'âge mûr à l'expression neutre qui n'offrait aucun indice de partialité. Après les formalités, l'audience commença avec l'avocat principal de la famille, M. Bennett, présentant leur cas. « Votre honneur, nous avons une situation délicate ici », commença-t-il, sa voix polie résonnant dans la pièce. Madame Catherine Whitmore, souffrant malheureusement d'un déclin cognitif dans ces dernières années, a été manipulée pour apporter des changements drastiques à son testament, lésant ses propres enfants en faveur d'une petite fille qu'elle n'avait pas vue depuis plus de 15 ans. Emma sentit son sang bouillir face au mensonge flagrant sur sa grand-mère, mais Harris lui posa doucement la main sur le bras, lui rappelant de garder son calme. « De plus, » continua Bennett, « même si nous considérions ce testament problématique comme valide, nous devons nous interroger sur la capacité de Madame Carter à gérer une propriété de cette ampleur. Elle a vécu dans la rue pendant des années, sans emploi stable, sans éducation formelle. » « Objection, » interrompit Harris en se levant. « Le conseil fait des allégations sur la capacité de ma cliente basées sur des préjugés, pas sur des faits. »« Maintenu, » répondit le juge Caldwell. « Monsieur Bennett, veuillez vous en tenir aux aspects juridiques. » Bennett offrit un sourire faussement désolé. « Pardonnez-moi, votre honneur. Nous soulignons simplement des doutes légitimes sur la capacité de Madame Carter à gérer une propriété évaluée à près de 5 millions de dollars. Par conséquent, nous demandons à la Cour de reconsidérer la validation du testament, au minimum, de nommer un administrateur. » Quand ce fut le tour de Harris, Emma se sentit reconnaissante de l'avoir à ses côtés. Il parla avec une clarté et une confiance qu'elle n'aurait pas pu maîtriser seule. « Votre honneur, les allégations de la partie adverse sont facilement réfutées par des documents. Premièrement, voici les rapports médicaux de Madame Whitmore, signés par des neurologues respectés. » Harris tendit un dossier au juge. Comme vous pouvez le voir, Catherine Whitmore a été évaluée professionnellement avant chaque modification importante de son testament et a toujours été jugée pleinement compétente. Le juge examina les papiers avec intérêt. De plus, poursuivit Harris, Madame Whitmore a laissé une lettre personnelle expliquant ses intentions, que j'aimerais présenter comme preuve. Bennett se leva rapidement. Objection. Une lettre personnelle n'est pas une preuve légale. Je ne la présente pas comme juridiquement contraignante, mais comme une clarification de l'intention de la testatrice, ce qui est pertinent dans ce cas, rétorqua Harris. Je l'autorise, dit le juge Caldwell. Poursuivez, monsieur Harris. Harris tendit au juge une copie de la lettre de Catherine et commença à lire à haute voix. Je suis pleinement consciente des décisions que je prends en modifiant mon testament. Ma petite fille, Emma, a été injustement traitée par notre famille, et je souhaite corriger ce tort tant que je le peux encore. J'ai suivi sa lutte silencieuse au fil des ans, et malgré les difficultés qu'elle a rencontrées, elle a fait preuve d'une force et d'une dignité que beaucoup de privilégiés ne développent jamais. Je lui lègue non seulement ma propriété, mais aussi ma confiance en sa capacité à honorer l'héritage Whitmore d'une manière que mes propres enfants n'ont pas su le faire. Emma sentit les larmes lui monter aux yeux en entendant les paroles de sa grand-mère. Elle n'aurait jamais imaginé que Catherine éprouvait un tel respect pour elle. Quant à la capacité de Madame Carter, continua Harris, je voudrais souligner que survivre dans la rue pendant des années avec 2 jeunes enfants démontre précisément la résilience et l'ingéniosité nécessaires pour gérer une propriété. De plus, ma cliente a obtenu son diplôme d'études secondaires avant de quitter la maison et fait preuve d'une intelligence et d'un jugement notable. Harris présenta un plan de gestion préliminaire pour la propriété qu'ils avaient élaboré, incluant l'embauche de professionnels pour l'entretien et la comptabilité. L'audience dura des heures, avec des accusations et des défenses des 2 côtés. La famille produisit des témoins qui connaissaient à peine Emma, essayant de la dépeindre comme irresponsable et instable. Harris, à son tour, offrit des témoignages écrits de connaissance du centre communautaire, attestant de son caractère et de son dévouement envers ses filles dans les pires conditions. Au moment où le juge suspendit la séance pour délibérer, Emma se sentait épuisée. « Comment penses-tu que nous nous en sortons ?» demanda-t-elle à Harris alors qu'il se dirigeait vers la salle où attendaient les filles.
Raisonnablement bien, répondit-il, pensif. Le juge Caldwell est connu pour son impartialité. Les dossiers médicaux de votre grand-mère sont indiscutables et la lettre personnelle a eu un impact. Mais votre famille est influente et cela a toujours un poids. Emma hocha la tête, inquiète. Et s'ils avaient raison, lâcha-t-elle. Et si je ne pouvais vraiment pas gérer tout ça? Harris s'arrêta dans le couloir, la regardant sérieusement. Emma, ces derniers jours, je vous ai vu étudier des contrats, poser des questions intelligentes sur la gestion immobilière et planifier méticuleusement l'avenir de vos filles. J'ai rencontré des gens nés avec tous les avantages qui n'ont pas la moitié de votre capacité. Ces paroles lui offrirent un moment de réconfort, mais ses doutes persistaient. Pendant que les filles jouaient dans la salle d'attente, racontant avec enthousiasme leurs nouveaux jouets, Emma s'assit dans un coin, perdue dans ses pensées. Pouvait-elle vraiment gérer un manoir, s'occuper des factures, des impôts, du personnel? Plus important encore, voulait-elle même retourner dans un endroit rempli de souvenirs douloureux? Elle ferma brièvement les yeux et un souvenir inattendu fit surface. Elle avait 8 ans et sa grand-mère Catherine l'avait emmenée dans le jardin du manoir, lui apprenant à s'occuper des roses qu'elle aimait tant. « Vois comme elles sont délicates, Emma », avait dit Catherine, guidant ses petits doigts pour toucher un pétale. Mais elles sont aussi fortes. Elles survivent à l'hiver, aux parasites, aux tempêtes, puis fleurissent encore plus magnifiquement. Emma se souvint d'avoir regardé sa grand-mère avec l'admiration d'une enfant. « Comme toi, grand-mère. » Catherine avait ri, un son pur et cristallin rarement entendu dans cette maison. « Non, ma chérie. Comme toi. » Ce souvenir en amena d'autres. Catherine au piano, enseignant à Emma ses premières notes. Catherine dans la bibliothèque, l'aidant à atteindre les étagères les plus hautes. Catherine observant silencieusement pendant les dîners formels, un léger sourire d'approbation chaque fois qu'Emma défiait subtilement les règles strictes de sa mère. « Tu es différente des autres Whitmore, Emma », avait dit Catherine une fois alors qu'elles étaient seules dans la bibliothèque. « Tu as une compassion sincère. Tu vois les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils ont ou peuvent offrir. » À l'époque, Emma n'avait pas bien compris ce que sa grand-mère voulait dire. Maintenant, après des années dans la rue, à rencontrer des gens de tous horizons, à être témoin de la cruauté ainsi que de la gentillesse inattendue, les mots prirent un nouveau sens. « Maman, regarde ce que j'ai dessiné. » Sophie accourut, montrant une image colorée. Emma regarda le dessin, une grande maison, très grande, avec 4 silhouettes devant. 2 petites, une moyenne et une avec des cheveux blancs. « C'est qui, ma chérie ?»« Moi et Émilie », expliqua Sophie en désignant les petites silhouettes. « Et toi, et la grand-mère qui est allée au ciel. On est à la grande maison dont l'homme en costume a parlé. » Emma sentit une boule dans sa gorge. Même ses filles rêvaient du manoir, de la stabilité qu'elles n'avaient jamais connue. « C'est un très beau dessin, Sophie. »« On va y habiter, maman ?» demanda Émilie, les rejoignant également. Emma regarda ses filles, leurs yeux pleins d'espoir, et fit un choix. « Si le juge le permet, oui. Nous en ferons la maison la plus heureuse du monde. » Lorsque la suspension de séance prit fin et que tout le monde retourna dans la salle d'audience, Emma se sentit différente. Ses doutes n'avaient pas disparu, mais ils étaient tempérés par une résolution qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le juge Caldwell ajusta ses lunettes et scruta la pièce avant de parler. Après examen des preuves, cette cour ne trouve aucune base pour invalider le testament de Catherine Whitmore. Les rapports médicaux montrent de manière concluante qu'elle était saine d'esprit, et ses intentions sont clairement énoncées dans le document juridique et la correspondance personnelle. Emma sentit une vague de soulagement la submerger. Harris lui serra doucement le bras en guise de félicitations. Concernant la capacité de Madame Carter à gérer la propriété, poursuivit le juge, je reconnais les préoccupations de la famille. Cependant, je ne vois aucune preuve concrète que Madame Carter est incapable de gérer ses propres actifs. Richard Whitmore se leva, le visage rouge de colère, mais son avocat le retint. Par conséquent, la Cour statue qu'Emma Carter est l'héritière légitime du manoir Whitmore et d'un tiers des actifs de Catherine Whitmore, comme indiqué dans le testament. La vente non autorisée de la propriété, en l'absence de son consentement, est nulle et non avenue, et tous les plans de démolition doivent être immédiatement interrompus. Suzanne Whitmore resta impassible, seuls ses yeux trahissant un mélange d'émotions qu'Emma ne put déchiffrer. Cela dit, ajouta le juge, j'exige que Madame Carter soumette un plan de gestion détaillé dans les 30 jours et dépose des rapports financiers trimestriels auprès de la Cour pour la première année, afin d'assurer la bonne préservation de la succession. C'est parfaitement raisonnable, Votre Honneur,
acquiesça Harris. Alors que les dernières formalités étaient réglées, Emma se tenait silencieusement, assimilant ce qui venait de se passer. Elle avait gagné. Le manoir était à elle. L'avenir de ses filles était assuré. Mais elle savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Elle devrait faire ses preuves, non seulement devant la cour, mais aussi devant elle-même. Elle devrait affronter les fantômes de son passé qui hantaient chaque pièce. Plus difficile encore, décider quel genre de relation, si tant est qu'il y en ait une, elle aurait avec sa famille. En sortant du palais de justice, avec Sophie et Émilie sautillant joyeusement devant elle, Emma vit sa mère seule dans le couloir. « Emma » appela Suzanne, sa voix manquant de son tranchant habituel. « Puis-je te parler une minute ?»« Nous n'avons plus rien à nous dire, » répondit Emma en continuant de marcher. « S'il te plaît. C'est à propos du manoir. » Emma s'arrêta, à contre-cœur. « Mes filles ont besoin de déjeuner. Fais vite. » Suzanne s'approcha, gardant une distance respectueuse. « Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance, » commença-t-elle. « Mais je veux que tu saches qu'il y a des documents importants dans le manoir. De vieux papiers, des photos de famille, des choses que Catherine gardait dans son bureau personnel. »« Pourquoi ne les as-tu pas pris quand tu as vendu les meubles ?» demanda Emma, sceptique. Suzanne baissa les yeux. « Parce qu'ils t'appartenaient. Des dessins d'enfance, des lettres que tu écrivais à ta grand-mère depuis les camps d'été. Catherine gardait tout dans une boîte spéciale. Richard voulait les jeter, mais je ne pouvais pas le laisser faire. Manipulation. Pourquoi ? Parce que tu es toujours ma fille, dit simplement Suzanne. Même si j'ai terriblement échoué en tant que mère. Avant qu'Emma ne puisse répondre, Harris arriva avec les filles. Tout va bien ici ? demanda-t-il en jetant un regard entre Suzanne et Emma. Oui, dit Emma, encore en train de digérer les paroles de sa mère. Nous parlions juste. Suzanne regarda les jumelles, qui la fixaient en retour, curieuse. Elles sont magnifiques, Emma, dit-elle doucement. Elles ont tes yeux. Sur ce, elle se tourna et s'éloigna, ses talons résonnant sur le sol en marbre. C'était qui, maman ? demanda Émilie. Emma hésita. Quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps, dit-elle finalement. Allez, c'est l'heure de déjeuner. Sur le trajet de retour vers le centre communautaire, Emma laissa Harris gérer l'essentiel de la conversation avec les filles. Elle regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Les souvenirs de Catherine, les paroles de Suzanne, les révélations au tribunal, tout se bousculait dans son esprit. « À quoi penses-tu » demanda Harris alors qu'il s'arrêtait à un feu rouge. « Au changement » répondit Emma. « À la façon de transformer un lieu plein de mauvais souvenirs en un véritable foyer. » Harris sourit. « Si quelqu'un peut le faire, c'est bien toi. » Emma hocha la tête, esquissant déjà mentalement ses prochaines étapes. D'abord, un nettoyage en profondeur du manoir pour enlever la poussière et ouvrir toutes les fenêtres pour que l'air frais puisse circuler. Ensuite, choisir de nouveaux meubles, rien d'ostentatoire, juste assez pour le rendre confortable. Les filles auraient besoin de leur propre chambre, peut-être l'ancienne salle de jeu du 3e étage avec la belle vue sur les jardins. Et la bibliothèque serait préservée, avec ses vieux livres et ses fauteuils confortables. Le studio de musique aurait besoin d'un nouveau piano, pour que Sophie et Émilie apprennent, tout comme Emma l'avait fait avec sa grand-mère. Quant à elle, Emma pensa à convertir le bureau de Catherine en son propre espace de travail. Là, entourée des souvenirs du seul parent qui se souciait vraiment d'elle, elle pourrait gérer la succession et prouver à tout le monde, et surtout à elle-même, qu'elle en était capable. « Tu souris » observa Harris. Emma ne s'en était pas rendu compte. « J'imagine les possibilités » dit-elle. Pour la première fois depuis des années, je pense à l'avenir, au-delà du prochain endroit où dormir ou du prochain repas. Comment ça fait ? Emma regarda ses filles, chantant joyeusement à l'arrière, et sentit une certitude grandir en elle. Déterminée, répondit-elle. Catherine croyait en moi. Elle disait que j'étais différente des autres. Maintenant, je dois prouver qu'elle avait raison. Je suis sûr que vous le ferez, dit Harris avec un sourire encourageant. De retour au centre communautaire, pendant que les filles déjeunaient, Emma trouva un coin tranquille et commença à écrire sur un bout de papier une liste de tâches, de décisions et d'embauches à faire. Pour la première fois, le manoir ne ressemblait pas à un symbole de rejet et de froideur, mais à une chance de prendre un nouveau départ. « Nous allons le transformer, grand-mère, » murmura-t-elle pour elle-même. « Nous en ferons un vrai foyer, comme tu l'as toujours voulu. » Emma sentit Catherine sourire quelque part, heureuse de voir sa petite fille trouver enfin sa place dans le monde.
Le palais de justice du comté était bondé en ce matin d'automne frais. Après des mois de bataille juridique, le jour de la décision finale était arrivé. Emma lissa la simple robe d'occasion qu'elle portait et prit une profonde inspiration, essayant de contrôler ses nerfs. Sophie et Emily, vêtues de leur plus belle tenue, s'accrochaient à ses mains. Tout au long du processus, elle s'était adaptée de manière surprenante à la routine des audiences et des attentes sans fin, fascinée par la petite école où elle restait pendant que les adultes discutaient de sujets qu'elle ne comprenait pas. « Ça va, maman ?» murmura Sophie, remarquant la tension sur le visage de sa mère. « Oui, ma chérie », répondit Emma en forçant un sourire. Harry s'attendait déjà près de l'entrée, ponctuel comme toujours. Son visage normalement impassible affichait une confiance discrète. « Prête ?» demanda-t-il. « Autant que je puisse l'être. » De l'autre côté de la salle d'audience, la famille Whitmore s'installa au premier rang. Suzanne, Richard et Hélène, tous impeccablement vêtus comme s'ils assistaient à une séance photo de premier plan. Suzanne jeta un bref regard à Emma, son visage un masque neutre, impossible à lire. « Levez-vous pour l'honorable juge Caldwell. » La salle se tut alors que le juge entrait et prenait place. Homme de peu de mots, Caldwell était connu pour son impartialité sans faille. « Nous sommes ici pour le jugement final dans l'affaire Whitmore contre Carter », annonça-t-il en ajustant ses lunettes. Après un examen approfondi de toutes les preuves soumises, cette cour est prête à rendre une décision finale. Emma sentit son cœur s'emballer. Toute sa vie, et plus important encore, l'avenir de ses filles, reposait sur les paroles de cet homme. Concernant la contestation du testament de Catherine Whitmore, cette cour détermine que la testatrice était pleinement compétente lorsqu'elle a apporté les modifications. Les rapports médicaux sont concluants et les allégations de manipulation ne trouvent aucun fondement factuel dans les dossiers. Un murmure parcourut la salle d'audience. Harris resta immobile, mais Emma le remarqua serrer légèrement sa prise sur son dossier. Quant à la validité de la vente du manoir, poursuivit le juge, cette cour estime que la transaction est nulle, conformément à la clause explicite du testament. Le document soumis portant la prétendue signature de Madame Carter s'est avéré frauduleux. Emma vit Richard pâlir tandis que l'avocat de la famille lui chuchotait quelque chose d'urgent. Enfin, concernant la capacité de Madame Carter à gérer la succession héritée, après examen de son plan de gestion et des rapports d'étape déposés au cours de ces mois, cette cour ne voit aucun obstacle juridique à ce qu'elle prenne le plein contrôle de son héritage. Par conséquent, il est de la décision de cette cour qu'Emma Carter est la propriétaire légitime du manoir Whitmore et bénéficiaire d'un tiers de la succession de Catherine Whitmore, comme indiqué dans son testament. Affaire classée. Le marteau frappa, résonnant comme un coup de tonnerre. Pendant un instant, Emma resta figée. Elle avait gagné. Elle avait vraiment gagné. Félicitations, dit Harris, s'autorisant un rare sourire. Vous êtes officiellement une femme riche, Madame Carter. La salle d'audience se divisa dans ses réactions. D'un côté, des applaudissements discrets des amis du centre communautaire venus la soutenir. De l'autre, des visages stupéfaits du côté Whitmore. Richard fut le premier à réagir, se levant brusquement et partant sans un regard en arrière. Hélène le suivit à la hâte, lançant à Emma un regard plein de ressentiment. Seule Suzanne resta assise, fixant le vide. Quand elle se leva enfin, Emma vit clairement son expression, pas de colère ou d'indignation, mais quelque chose de plus compliqué, presque de la défaite. Pendant une brève seconde, leurs regards se croisèrent. Suzanne ouvrit la bouche comme pour parler, puis la referma, secouant légèrement la tête avant de s'éloigner. Cette expression se grava dans l'esprit d'Emma. Ce n'était pas le regard arrogant de la femme qui l'avait mise à la porte 15 ans plus tôt. C'était le regard de quelqu'un de brisé à l'intérieur. « Ça va ?» demanda Harris, remarquant sa distraction. « Oui » répondit Emma en repoussant ses pensées. « Je suis juste en train de digérer. » Le manoir Whitmore paraissait encore plus impressionnant cet après-midi ensoleillé lorsque la voiture de Harris s'arrêta aux grilles de fer. « Les clés, s'il vous plaît » dit l'avocat en tendant à Emma un lourd trousseau. « Grille d'entrée, porte arrière, et cette petite-ci est pour le bureau privé de votre grand-mère au 3e étage. Elle a précisé que seul vous devriez y avoir accès. » Emma prit les clés avec un sentiment surréaliste. Tant de fois elle avait franchi ces grilles, enfant, tenant la main de sa mère, adolescente rebelle, rentrant tard en douce, et jeune adulte, expulsée avec seulement un sac à dos. Maintenant, elle revenait en tant que propriétaire. Harris composa le code et les grilles s'ouvrirent lentement.
Alors que la voiture roulait sur l'allée circulaire, Sophie et Émilie pressèrent leur visage contre les vitres, émerveillées. « C'est vraiment à nous, maman ?» demanda Sophie, l'excitation débordant de sa voix. « Oui, ma chérie. »« C'est géant !» s'exclama Émilie, ses yeux s'écarquillant. La voiture s'arrêta devant l'entrée principale. Pendant un moment, personne ne bougea. « On fait les honneurs ?» demanda Harris en désignant la porte. Emma hésita, puis tendit les clés à ses filles. « Ensemble, dit-elle. » Sophie et Émilie bondirent pratiquement de la voiture et coururent vers la porte d'entrée. Avec l'aide d'Emma, elles réussirent à la déverrouiller. Le hall d'entrée était toujours vide, comme auparavant, mais quelque chose semblait différent cette fois. Peut-être était-ce la lumière du soleil qui entrait à flot, ou simplement le fait de savoir que la maison était vraiment à elle. « Allons explorer !» cria Émilie, s'élançant déjà vers le grand escalier. « Doucement, princesse !» l'appela Emma. « Nous avons tout le temps du monde maintenant. » Harris resta en arrière pour leur laisser de l'espace, avant de leur dire au revoir. Emma se retrouva seule avec ses filles dans le gigantesque manoir vacant. Les jumelles couraient de pièce en pièce, leur rire résonnant contre les murs nus, un son absent depuis bien trop longtemps. Pendant que les filles exploraient les chambres du 2e étage, Emma se dirigea vers le 3e. Le bureau de Catherine se trouvait au bout du couloir. Contrairement au reste de la maison, cette porte était verrouillée. Emma inséra la plus petite clé, les mains tremblant légèrement. À sa surprise, la pièce était restée meublée. Le bureau ancien en bois sombre était là, ainsi que le fauteuil de lecture et les étagères. Sur le bureau reposait une boîte en bois sculpté avec le nom d'Emma gravé sur le couvercle. À côté, une enveloppe portant l'écriture familière de Catherine. Les doigts tremblants, Emma ouvrit l'enveloppe. « Ma chère Emma, si tu lis ceci, cela signifie que tu as enfin reçu ce qui t'appartient de droit. Je sais que la route n'a pas été facile. Notre famille ne facilite jamais les choses, comme tu le sais bien. À l'intérieur de cette boîte se trouvent tes souvenirs, des dessins que tu as fait enfant, des lettres que tu as écrites, des photographies que j'ai gardées au fil des ans. Ce sont des fragments de la merveilleuse fille que tu étais et de la femme extraordinaire que je savais que tu deviendrais. Pardonne-moi de ne pas en avoir fait plus de mon vivant. La vérité est que j'étais plus faible que je ne le paraissais, plus encline à sauver les apparences qu'à me battre pour ce qui était juste. Toi, en revanche, tu as toujours eu le courage qui me manquait. Cette maison est maintenant à toi, pour la transformer comme tu le souhaites. J'espère que tu la rempliras de l'amour et de la vie qui ont manqué à ces murs depuis si longtemps. Avec un amour éternel, grand-mère Catherine. Emma essuya des larmes silencieuses. Elle ouvrit la boîte et y trouva exactement ce que la note décrivait, des trésors de son enfance, précieusement conservés. Au fond, il y avait autre chose, une paire de boucles d'oreilles en perles que Catherine portait lors des grandes occasions. « Maman, viens voir ce qu'on a trouvé. » La voix de Sophie la ramena au présent. Rangeant la lettre dans sa poche, Emma descendit. Les filles avaient découvert un coffre oublié contenant de vieux jouets qui avaient échappé à la purge de la famille. « Regarde cette poupée, maman, » dit Émilie en tendant une poupée de porcelaine dans une robe jaune. « C'était la tienne ?» « Oui, » dit Emma, reconnaissant son amie d'enfance. Elle s'appelait Elisa. « On peut la garder ?»« Bien sûr que vous le pouvez. » Pendant que les jumelles fouillaient avec enthousiasme dans le coffre, Emma jeta un coup d'œil par la fenêtre. Le jardin, autrefois impeccable, était envahi par de hautes herbes, et les rosiers que Catherine aimait en luttaient pour survivre au milieu des mauvaises herbes. Malgré la victoire juridique, malgré le fait d'avoir enfin un vrai toit, Emma ressentit un vide inattendu. Être ici, entourée de la grandeur froide du manoir, la ramenait à des souvenirs de rejet, de repas silencieux, de critiques acerbes et du sentiment constant de ne jamais être à la hauteur. « Maman, on peut dormir ici ce soir ?» demanda Sophie avec empressement. « S'il te plaît. Nous n'avons pas encore de lit, ma chérie. Ni de nourriture dans la cuisine. »« Mais c'est notre maison, » insista Émilie. « On peut apporter nos matelas de l'abri. » Emma regarda leur visage plein d'espoir. Pour elle, le manoir ne portait pas de bagages douloureux. C'était un château de contes de fées plein de possibilités. « Vous savez quoi ? On va camper dans le salon ce soir. Ça vous dit ?» Les yeux des filles s'illuminèrent à cette idée. Des heures plus tard, alors que le soleil se couchait, Emma regardait ses filles dormir dans leur sac de couchage de fortune au milieu du salon vide. Elles avaient utilisé le peu qu'elles possédaient et quelques articles de base achetés rapidement pour créer leur premier campement dans leur nouvelle maison.
Elle ne pouvait pas se défaire de l'image du regard défait de sa mère au tribunal. Une petite pointe de culpabilité fit surface. Pas pour s'être battue pour l'héritage, mais pour la rupture familiale apparemment irréversible. Mais en regardant ses filles dormir paisiblement, Emma repoussa ses pensées. Il n'y avait pas de place pour la culpabilité dans ce nouveau départ. Suzanne et les autres avaient fait leur choix il y a longtemps, et maintenant ils devaient vivre avec les conséquences. Le manoir était vide, caverneux et hanté par des fantômes, mais aussi plein de potentiel. Les rires des jumelles avaient déjà commencé à briser le silence oppressant, apportant la vie aux pièces nues. Demain, elles commenceraient à remplir l'espace. Elles achèteraient des lits, une table de cuisine, peut-être un canapé. Rien de luxueux. Emma ne voulait pas recréer l'opulence glaciale qu'elle avait connue en grandissant. Elle voulait de la chaleur, un véritable foyer. Sophie s'agita dans son sommeil, marmonnant quelque chose d'inintelligible. Émilie, comme toujours, dormait profondément, serrant la poupée nouvellement trouvée. Emma s'allongea entre elles, écoutant les bruits de la maison, le craquement du vieux bois, le vent bruissant dans les arbres du jardin, le bourdonnement lointain de la ville. Le manoir était officiellement à elle maintenant. La bataille juridique était gagnée. Mais Emma savait que le vrai défi était à venir, transformer cet emblème de son passé douloureux en une fondation pour l'avenir que ses filles méritaient. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Emma et les filles avaient emménagé dans le manoir. L'immense maison vide prenait lentement vie. Des meubles simples mais confortables remplissaient désormais les pièces principales. Les jumelles avaient choisi l'ancienne salle de jeu comme chambre, ravies par la vue sur les jardins fraîchement tondus. En ce dimanche après-midi pluvieux, Emma triait de vieilles photos dans le bureau de Catherine lorsque la sonnette la surprit. Elle n'attendait personne. Les jumelles jouaient à l'étage, ignorant l'interruption. À travers le verre dépoli, elle vit la silhouette d'une femme. Quand elle ouvrit enfin la porte, son corps se tendit inconsciemment. Suzanne Whitmore se tenait sous la bruine, sans parapluie. Ses cheveux, autrefois impeccables, étaient humides et en désordre, et son maquillage était légèrement maculé autour des yeux. Elle portait des vêtements simples selon ses standards, un pantalon sombre et un pull bleu marine. « Que veux-tu » demanda Emma, sans s'écarter pour la laisser entrer. Suzanne ne répondit pas immédiatement. Elle prit un moment pour regarder le visage de sa fille, comme si elle essayait de mémoriser chaque détail. « Puis-je entrer, s'il te plaît » demanda-t-elle finalement, sa voix dépouillée de son arrogance habituelle. « Je promets de ne pas prendre beaucoup de ton temps. » Emma hésita, mais ouvrit un peu plus la porte. Suzanne entra dans le hall. « J'aime ce que tu as fait de l'entrée, » dit-elle en remarquant le tapis coloré et un simple banc. « C'est accueillant. »« Je ne suis pas ici pour avoir ton approbation sur la déco, » répondit Emma en croisant les bras. « Pourquoi es-tu là » Suzanne prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « Je suis venue demander pardon. » Ces mots, si directs et simples, prirent Emma au dépourvu. Dans tous les scénarios qu'elle avait imaginés pour une éventuelle rencontre, celui-ci n'en avait jamais fait partie. « Pardon » répéta Emma, le mot sonnant étrangement sur sa langue. « Je sais que je ne le mérite pas, » poursuivit Suzanne, la voix tremblante. « Ce que j'ai fait, ce que j'ai laissé faire, est impardonnable. Mais je ne peux pas continuer à vivre sans au moins essayer de... » À la grande stupéfaction d'Emma, de vraies larmes commencèrent à couler sur les joues de Suzanne. Emma n'avait vu sa mère pleurer que 2 fois dans sa vie. « Pourquoi maintenant » demanda Emma, toujours méfiante. « Après tout. Après avoir tout perdu, m'avoir laissé vivre dans la rue pendant des années avec 2 enfants, le procès. Pourquoi le regret n'apparaît-il que maintenant » Suzanne essuya ses larmes avec le dos de la main, un geste si inhabituel pour elle qu'il en paraissait presque surréaliste. « Parce que j'ai enfin fait face à la vérité que j'ai évitée pendant des décennies, » répondit-elle. Perdre ce procès n'était pas seulement perdre de l'argent. C'était perdre la dernière chance de sauver les apparences. Cela m'a forcé à me regarder dans le miroir et à voir qui je suis vraiment. Un bruit dans les escaliers les fit toutes les deux lever les yeux. Sophie et Émilie descendaient, curieuses de la voix inconnue. « C'est qui, maman » demanda Sophie en s'arrêtant en voyant l'étrangère. « Les filles, retournez à l'étage, s'il vous plaît, » demanda Emma. « Je vous apporte votre goûter bientôt. » « Mais c'est qui » insista Émilie, toujours la plus directe. « Je suis Suzanne » se présenta sa mère d'une voix douce qu'Emma reconnaissait à peine. « Une amie de votre grand-mère Catherine. » Satisfaites de l'explication, les jumelles retournèrent dans leur chambre. « Allons à la cuisine » décida Emma.
Les murs ont des oreilles dans cette maison. Ils en ont toujours eu. Suzanne l'a suivi silencieusement jusqu'à la cuisine, la seule pièce qu'Emma avait entièrement rénovée. Il y a quelque chose que tu dois savoir, commença Suzanne en regardant ses mains. Quelque chose que j'ai fait, quelque chose que nous avons fait, qui est pire que ce que tu imagines. Emma se prépara, tendue. Catherine n'a jamais cessé de te chercher, révéla enfin Suzanne. Dès l'instant où tu es parti. Quoi? Emma sentit l'air lui manquer. Elle a engagé des détectives, cherché partout, demandé de tes nouvelles dans tous les refuges de la ville, expliqua Suzanne, la voix chevrotante. Mais Richard, Hélène et moi, nous avons tout intercepté. Nous avons renvoyé les détectives, payé des gens pour donner de fausses informations. Nous lui avons dit que tu voulais explicitement aucun contact avec la famille. Vous lui avez menti. Pendant toutes ces années. Suzanne hocha la tête, incapable de croiser le regard d'Emma. Au début, c'était de l'orgueil blessé. Puis, quand elle a commencé à parler de changer le testament en ta faveur, c'est devenu une question d'argent. Mon Dieu, murmura Emma en s'appuyant sur le comptoir. Pendant que je dormais sur le trottoir avec 2 jeunes enfants, vous bloquiez activement ma seule chance d'aide. Suzanne ouvrit son sac à main et en sortit une enveloppe jaunie. Catherine ne s'est pas contentée de te chercher. Elle a ouvert un compte bancaire à ton nom. Chaque mois, pendant 15 ans, elle a fait un dépôt. Quand elle a appris pour les jumelles, elle l'a augmenté. Alors où était cet argent? Je n'en ai jamais vu un centime. Richard avait une procuration sur les finances de Catherine. Il a détourné les fonds, falsifié des documents pour montrer que tu recevais l'argent régulièrement. Emma ouvrit l'enveloppe et y trouva des relevés bancaires, des registres de dépôt et des copies de plus de 30 lettres écrites par Catherine, toutes adressées à Emma, aucune jamais livrée. Comment as-tu obtenu ça? Demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Richard les gardait dans son coffre-fort. Quand nous avons perdu le procès, il voulait les détruire, mais je ne pouvais pas le laisser faire. Emma parcourut les lettres, reconnaissant l'écriture élégante de sa grand-mère. Elle capta des fragments de phrases, « Tu me manques tellement. J'espère que tu vas bien? S'il te plaît, pardonne-moi. » Combien? Demanda Emma, sa voix maintenant stable. Combien d'argent y avait-il sur ce compte? Au total, plus d'1 million de dollars. La révélation la frappa comme un coup physique. 1 million de dollars aurait pu donner à ses filles une enfance normale, une maison sûre, de la nourriture, une scolarité. Au lieu de cela, elles avaient survécu de reste et dormi sous des escaliers. Vous irez en prison pour ça, dit Emma. C'est de la fraude. Probablement, acquiesça Suzanne, avec un calme surprenant. J'ai déjà consulté un avocat. Je suis prête à assumer les conséquences. Le téléphone sonna. Emma répondit automatiquement, encore sous le choc de tout ce qu'elle venait d'apprendre. Emma, c'est Harris. J'ai besoin de te parler de toute urgence. J'ai trouvé quelque chose à l'ancien cabinet d'avocat de Catherine que tu dois voir. Je suis un peu occupée en ce moment, dit-elle en regardant Suzanne. C'est à propos d'un fonds fiduciaire, insista Harris. Catherine a créé un fonds séparé pour toi et les filles dont personne ne savait rien. Il était caché sous un code, hors des registres principaux. Je viens de confirmer avec la banque. Il y a près de 4 millions de dollars dedans, complètement inconnus de tous sauf d'elle. Emma ferma les yeux, submergée. Je serai là dans 1 heure, réussit-elle à dire avant de raccrocher. Se retournant, elle trouva Suzanne qui la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue. Regret, résignation et peut-être de la fierté. C'était Harris? Demanda Suzanne. Emma hocha la tête, luttant toujours pour assimiler l'information. Il y en a plus, n'est-ce pas? Devina Suzanne. Catherine a toujours été plus intelligente que nous tous. Elle a dû trouver un moyen de te protéger que même Richard n'a pas pu saboter. Pourquoi me dis-tu tout ça maintenant? Demanda Emma. Pourquoi te livrer comme ça? Suzanne regarda par la fenêtre, vers le jardin qui retrouvait lentement une partie de sa beauté d'antan. Quand je t'ai vu au tribunal, avec tes filles, te battant contre nous tous seuls, mais avec une dignité que je n'ai jamais possédée, quelque chose en moi s'est finalement brisé, admit-elle, avec une honnêteté brute. J'ai réalisé que j'avais jeté la seule chose de réelle valeur que j'ai jamais eue, ma fille. À la poursuite de choses qui, au final, ne signifient rien. Emma s'assit, physiquement et émotionnellement épuisée. Je ne sais pas si je peux te pardonner, dit-elle honnêtement. Je ne sais même pas si je le veux. Je comprends, répondit Suzanne. Je ne demande pas le pardon.
Juste de t'offrir la vérité que tu mérites. Et elle hésita. Si un jour, d'une manière ou d'une autre, tu envisageais de me laisser rencontrer mes petites filles, ce serait plus que ce que je mérite. Des bruits de pas signalèrent l'approche des jumelles. Emma jeta un coup d'œil à sa mère, puis aux lettres qu'elle n'avait jamais reçues, à la preuve de l'argent volé. « Maman, on a faim », annonça Émilie en entrant dans la cuisine. Elle se figea en voyant la visiteuse. « Oh, rebonjour Suzanne ». Sophie apparut derrière elle, plus réservée, se cachant à moitié derrière sa sœur. Un silence tendu remplit la pièce. Emma savait qu'elle était à un carrefour. Elle pouvait renvoyer sa mère et passer à autre chose. Ou elle pouvait choisir quelque chose de bien plus difficile. « Les filles, dit-elle enfin, sa voix hésitante. Voici Suzanne Whitmore. C'est votre grand-mère. » Les yeux des jumelles s'écarquillèrent. Suzanne semblait paralysée, ne s'attendant manifestement pas à cette ouverture. « On a une grand-mère » demanda Sophie, étonnée. « Comme grand-mère Catherine ?»« Oui, dit Emma. Et elle est venue nous rendre visite aujourd'hui. »« Tu es allée au ciel et tu es revenue ?» demanda Émilie avec cette logique enfantine, provoquant un rire larmoyant chez Suzanne. « Non, ma chérie, » répondit Suzanne. « J'ai été absent trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. » Emma prit une profonde inspiration, toujours incertaine de faire le bon choix. « Suzanne restera pour le goûter » annonça-t-elle, se surprenant elle-même. « Et peut-être pourrons-nous parler davantage après. » Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Peut-être jamais. Mais c'était une porte laissée entr'ouverte. Une possibilité autrefois jugée impensable. Alors qu'elle préparait des sandwichs pour les filles, les regardant bombarder Suzanne de questions, Emma pensa au long chemin qui l'avait menée ici. Des nuits froides sous les marches de la bibliothèque à la reconquête du manoir. Du rejet total à la découverte qu'elle avait toujours été aimée de loin par sa grand-mère. L'appel de Harris résonnait encore dans ses oreilles. Plus d'argent, plus de sécurité pour les filles. Mais elle comprit enfin que le véritable héritage de Catherine n'était pas le manoir ou les millions. C'était la chance de briser le cycle, de reconstruire ce qui avait été brisé, de forger un nouveau type de famille. Une famille basée non pas sur les apparences, mais sur des choix et des secondes chances. Les jours qui suivirent la visite de Suzanne furent un tourbillon émotionnel pour Emma. La découverte de l'argent détourné et des lettres interceptées rouvrit des blessures à peine cicatrisées. D'un autre côté, le fonds fiduciaire découvert par Harris garantissait un avenir sûr pour ses filles, une chose qu'Emma n'avait jamais osé rêver pendant ses années dans la rue. Un après-midi tranquille, alors que Sophie et Émilie étaient à une journée d'essai dans l'école privée qu'elles allaient bientôt fréquenter, Emma décida d'explorer l'un des derniers coins du manoir qu'elle n'avait pas encore vraiment examiné, l'ancienne chambre de Catherine. Jusqu'à présent, seul le bureau privé avait attiré son attention, mais quelque chose la poussa à voir l'endroit où sa grand-mère avait passé ces dernières années. La chambre conservait l'élégance discrète qui définissait Catherine. Contrairement à la majeure partie de la maison, elle avait été laissée relativement intacte par les tentatives de la famille de tout vendre. Peut-être par respect posthume, ou peut-être simplement par oubli. Emma se déplaça lentement dans la pièce, laissant les souvenirs refaire surface. Une légère odeur de lavande persistait, comme si Catherine venait de sortir. Quelques tableaux étaient encore accrochés au mur, pas les plus précieux qui avaient sûrement été mis aux enchères, mais ceux d'une valeur purement sentimentale. Elle s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, imaginant sa grand-mère assise là, regardant le jardin qu'elle aimait, pensant peut-être à sa petite fille perdue. L'idée que Catherine n'avait jamais renoncé à elle, même quand tout le monde l'avait fait, la réconfortait et la peinait à la fois. Sur la coiffeuse ancienne, Emma trouva une brosse à cheveux en argent, quelques flacons de parfum presque vides, et un tiroir qui semblait coincé lorsqu'elle essaya de l'ouvrir. Avec précaution, elle tira jusqu'à ce qu'il cède. À l'intérieur se trouvait une enveloppe, différente de celle que Suzanne avait apportée. Celle-ci était scellée, avec le nom d'Emma manuscrit sur le devant. Une date dans le coin indiquait seulement 3 mois avant la mort de Catherine. Le cœur battant, Emma l'ouvrit et déplia la lettre. « Ma chère Emma, si cette lettre te parvient, cela signifie que mes soupçons étaient corrects. Pendant des années, j'ai essayé de te retrouver sans succès. Récemment, j'ai commencé à douter des explications de plus en plus évasives de Suzanne et Richard concernant ta localisation. J'ai engagé un nouvel enquêteur, cette fois sans que ma famille le sache. Si tout se passe comme prévu, il te trouvera et cette lettre te sera remise avec les fonds que j'ai mis de côté pour toi. Mais si quelque chose tourne mal, si cette lettre est trouvée après mon départ, j'espère que tu comprendras.
Je ne t'ai jamais oublié, je n'ai jamais cessé de t'aimer, je n'ai jamais accepté la façon dont tu as été traitée. Emma, tu as toujours été différente des autres Whitmore. Même enfant, tu as fait preuve d'une compassion et d'une intégrité rarement vues dans notre famille. Quand tu es partie, tu as emporté le dernier rayon de lumière qui restait dans cette maison. Quoi qu'il soit arrivé dans ta vie depuis, j'espère que tu es resté fidèle à qui tu es, même dans les circonstances les plus difficiles. Le véritable héritage que je te laisse n'est pas les biens matériels, bien qu'ils puissent t'aider à soulager les fardeaux pratiques. Le véritable héritage réside dans les valeurs que j'espère t'avoir transmises lors de nos moments ensemble, l'honnêteté, la compassion et le courage de forger ton propre chemin. Une dernière leçon, peut-être la plus difficile, le pardon n'est pas quelque chose que l'on donne aux autres. Le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Cela ne signifie pas oublier ou approuver les torts causés, mais se libérer du poids de porter cette douleur. Quel que soit le chemin que tu choisiras à partir d'ici, mon amour t'accompagne. Pour toujours à toi, grand-mère Catherine. Des larmes coulaient sur les joues d'Emma alors qu'elle lisait et relisait la lettre. Les derniers mots de sa grand-mère semblaient répondre aux questions même qui la hantaient. La phrase résonnait dans son esprit, la mettant au défi de réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment pour son avenir. S'accrocher à la colère, aussi justifiée soit-elle, signifiait rester prisonnière du passé qu'elle avait tant lutté pour fuir. Emma plia soigneusement la lettre et quitta la chambre. Le manoir, autrefois symbole de tout ce qui était perdu, se transformait en autre chose, un lieu de possibilités, un lieu pour reconstruire sa vie selon ses propres termes. 2 semaines plus tard, Emma se tenait sur la terrasse arrière, regardant Harris et le paysagiste discuter de la restauration de la roseraie. Les jumelles avaient visité leur nouvelle école et étaient enchantées par la bibliothèque et la salle de musique, 2 luxes qu'elles n'avaient jamais connus pendant leur temps dans la rue. « Je pense qu'elle aimerait cette restauration », dit Harris en rejoignant Emma après le départ du paysagiste. Catherine adorait ces roses. « Oui », acquiesça Emma. « Je me souviens qu'elle me montrait comment distinguer les variétés. Rose thé, rose de Damas, floribunda. Elle disait que chacune avait sa propre personnalité. » Harris sourit, heureux de voir Emma plus détendue. « Comment gérez-vous tout ça ?» demanda-t-il dans un rare moment personnel. Emma soupira, regardant l'horizon. « Un jour à la fois. Les documents que Suzanne a apportés et la lettre que j'ai trouvée ont aidé à clarifier certaines choses. » « Allez-vous porter plainte contre votre famille pour le détournement d'argent ?» demanda Harris, toujours pratique. « Je n'ai pas décidé. Une partie de moi veut la justice, veut qu'il paie pour chaque nuit que nous avons passée dans le froid et chaque repas que nous avons manqué. » Elle fit une pause, rassemblant ses pensées. « Mais une autre partie de moi pense à mes filles et à la façon dont une longue et amère bataille juridique affecterait nos vies, maintenant que nous avons enfin de la stabilité. » Harris hocha la tête, compréhensif. « Et à propos de Suzanne ? Elle n'arrête pas d'appeler mon bureau pour savoir si elle peut rendre visite à ses petites filles. » Emma ne répondit pas immédiatement. Sa mère, autrefois si intimidante, semblait maintenant plus compliquée, fracturée par des regrets qu'Emma n'avait jamais envisagés possibles. « Je pense que je vais autoriser des visites surveillées, dit-elle finalement. Pas pour elle, mais pour les filles. Elles méritent de connaître leur grand-mère et de se forger leur propre opinion. » C'est une décision généreuse, observa Harris. Ce n'est pas de la générosité, corrigea Emma. C'est du pragmatisme. Essayer de sauver quelque chose des ruines, de créer quelque chose de mieux que ce que j'ai eu. Ce soir-là, après avoir couché les jumelles dans leur chambre fraîchement décorée, un mélange de meubles simples et de petites touches reflétant leurs personnalités émergentes, Emma appela Suzanne. La conversation fut brève, professionnelle. Elle établit des limites claires et des attentes réalistes. Suzanne pourrait venir le dimanche pendant quelques heures. Pas de cadeaux coûteux ni de promesses extravagantes. Si une relation devait se développer, ce serait lentement et enraciné dans la confiance et le respect mutuel. « Je comprends parfaitement, » répondit Suzanne, sa voix sobre mais pleine d'espoir. « Ce sera selon tes conditions, Emma. Toujours. » Une dernière chose, dit Emma avant de raccrocher. Je ne fais pas ça pour toi ou pour moi. Je le fais pour les filles. Parce qu'elles méritent mieux que le cycle de blessures qui nous a amenés ici. C'est plus que ce que je mérite, répondit doucement Suzanne. La première visite de Suzanne eut lieu un dimanche clément. Emma l'accueillit formellement, observant comment sa mère semblait plus petite, plus fragile sans l'armure de bijoux et de vêtements coûteux. J'ai apporté quelque chose pour les filles, dit Suzanne en offrant un paquet emballé dans du papier simple. Ce n'est rien de cher, je le promets.
Emma l'accepta et l'ouvrit, y trouvant 2 albums photos soigneusement assemblés. « Ce sont des photos de toi », expliqua nerveusement Suzanne. « De quand tu étais enfant. J'ai pensé que les filles aimeraient peut-être voir à quoi tu ressemblais à leur âge. Et peut-être que toi aussi, tu aimerais ces souvenirs. » Emma feuilleta l'album, surprise par des photos dont elle ignorait l'existence. Elle, à 3 ans, tenant la main de son père sur une plage. À 5 ans, habillée pour sa première classe de ballet. À 8 ans, tenant fièrement un dessin devant l'appareil photo. « Tu as gardé toutes ces photos ?»« Toutes », confirma Suzanne. Même après que tu sois partie. Je ne pouvais pas me séparer de tout ce qui me rappelait toi. » C'était un petit geste, mais profond. Suzanne n'essayait pas de se racheter avec des babioles coûteuses. Elle offrait quelque chose de valeur authentique, des morceaux du passé qu'Emma avait perdus. La rencontre se passa mieux que prévu par Emma. Les jumelles, avec une curiosité naturelle, bombardèrent leur grand-mère nouvellement découverte de questions sur tout, de sa maison à ses plats préférés. Suzanne répondit avec une patience qu'Emma n'avait jamais vue en grandissant. Au fil des dimanches, une routine s'installa. Suzanne arrivait ponctuellement, toujours avec une petite offrande significative, un livre, une vieille photo de famille, ou une recette que les filles voulaient essayer. Jamais Tapac s'engrave l'œil, ne franchissant jamais les limites qu'Emma avait fixées. Elle est différente avec elle, remarqua Emma à Harris lors d'un de leurs bilans financiers hebdomadaires. Pas la même personne qui m'a élevée. Les gens changent, dit-il pragmatiquement. Parfois, ils doivent tout perdre pour réaliser ce qui compte vraiment. Un après-midi de printemps particulièrement agréable, près de 6 mois après la première visite de Suzanne, Emma observait de loin sa mère apprendre aux jumelles à planter des bulbes de tulipes dans la section nouvellement restaurée du jardin. Les filles, équipées de petites pelles de jardinage, suivaient attentivement les instructions, gloussant chaque fois qu'elles se salissaient les mains. C'était une scène qu'Emma n'aurait jamais imaginé voir. Sa mère, autrefois si impeccable, agenouillée dans la terre, les manches retroussées, enseignant à ses petites filles avec une patience infinie. La femme rigide de l'enfance d'Emma semblait avoir été remplacée par quelqu'un d'autre. Ou peut-être, songea Emma, était cela le vrai moi de Suzanne, enfoui sous les attentes sociales, un mariage malheureux et des valeurs déformées. En y réfléchissant, Emma réalisa que quelque chose d'autre avait changé en elle aussi. Le nœud constant de colère et de blessures qu'elle portait depuis si longtemps n'était plus aussi serré. Il n'avait pas disparu, certaines blessures sont trop profondes pour une guérison complète, mais il ne définissait plus ses pensées ou son identité. Richard et Hélène avaient tenté de contester le fonds fiduciaire nouvellement découvert, mais en vain. La paperasse était blindée, et l'intention claire de Catherine de protéger Emma et ses petites filles était indiscutable. Finalement, ils abandonnèrent la bataille juridique, gardant leur distance et leur ressentiment. Emma choisit de ne pas porter plainte pour l'argent détourné, non pas par pardon inconditionnel, mais par une décision consciente de ne pas prolonger le cycle de conflit. Les fonds récupérés et le trust fournissaient déjà plus qu'elle n'avait jamais rêvé pour ses filles. Poursuivre le passé coûterait du temps et de l'énergie qu'elle préférait investir dans l'avenir. Les jumelles fréquentaient maintenant une excellente école, étonnant les enseignants par leur rapidité d'apprentissage et leur curiosité naturelle. La vie dans la rue leur avait appris une résilience et une adaptabilité rares chez les enfants de leur âge. Le manoir changeait aussi. Emma vendit quelques antiquités qui n'avaient pas de valeur sentimentale, utilisant les bénéfices pour rénover la maison selon sa vision. Elle engagea une jeune architecte qui comprit parfaitement l'objectif, préserver l'élégance de la maison, mais la rendre plus chaleureuse, moins formelle. Le hall principal, autrefois dominé par de lourds meubles sombres, comportait désormais des bibliothèques accessibles, des canapés confortables et un espace pour les jeux. L'ancienne salle à manger formelle était devenue un atelier d'art où les filles pouvaient être créatives sans se soucier des dégâts ou des tâches. Emma commença également à penser à son propre avenir. La sécurité financière lui permettait de rêver à nouveau. Elle s'inscrivit à des cours universitaires qu'elle avait toujours désiré suivre, histoire de l'art, littérature, psychologie, des domaines qui l'avaient fascinée mais qui étaient hors de portée lorsqu'elle joignait les deux bouts. Plus surprenant encore, elle accepta une invitation à rejoindre le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif qui aidait les femmes et les enfants sans abri. Son expérience personnelle, combinée à ses nouvelles ressources, lui offrait une occasion unique de faire une réelle différence pour ceux qui faisaient face aux mêmes défis qu'elle avait autrefois endurés. Grand-mère Suzanne a dit qu'on pouvait visiter sa maison la semaine prochaine, annonça Sophie un après-midi en courant vers Emma, les mains couvertes de terre. On peut, maman ? Emma hésita.
Jusqu'à présent, toutes les visites avaient eu lieu au manoir, en terrain neutre. Aller chez Suzanne serait un autre niveau de confiance, un autre pas sur le chemin du pardon. Elle a une collection de coquillages de ses voyages, intervint Emily, fascinée par tout ce qui était collectionnable. Elle a dit qu'on pouvait l'aider à les organiser. Emma regarda les visages avides et pleins d'espoir de ses filles, puis Suzanne, qui se tenait à distance, n'interférant délibérément pas, laissant à Emma l'espace de décider. On en parlera cette semaine, dit-elle finalement. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non. C'était un espace pour les possibilités, pour avancer à un rythme qu'elle pouvait gérer. Ce soir-là, après que les filles furent couchées, Emma sirota un thé sur le porche, contemplant les étoiles. Elle pensa à Catherine et souhaita que sa grand-mère puisse voir la transformation du manoir, rencontrer Sophie et Émilie, assister à cette réconciliation improbable qui prenait forme. D'une certaine manière, elle sentit que Catherine le savait déjà. Les mots de sa dernière lettre étaient devenus la boussole d'Emma, le chemin qu'elle avait choisi n'était pas le plus facile. Permettre à Suzanne d'entrer dans sa vie exigeait une vigilance constante, des limites claires et une honnêteté difficile. Le pardon ne signifiait pas effacer le passé ou prétendre que ses blessures n'existaient pas. Il signifiait refuser d'être défini par elle, ne pas laisser l'amertume dicter ses choix. Le lendemain matin, un samedi lumineux, Emma emmena les jumelles pour un pique-nique à l'autre bout du jardin, près d'un petit lac artificiel que Catherine avait fait construire des décennies plus tôt. Récemment restauré, il abritait maintenant des canards et des poissons colorés qui ravissaient les filles. « Attention de ne pas tomber », prévint Emma en s'installant sur la couverture étendue sur l'herbe. Les filles hochèrent la tête distraitement, déjà absorbées par le lancer de petits morceaux de pain au canard. Leur rire résonnait dans le jardin, remplissant un espace autrefois réservé aux rassemblements sociaux guindés. Emma prit une profonde inspiration, s'imprégnant du soleil sur son visage, de l'odeur des fleurs fraîchement plantées et de la douce brise agitant les arbres centenaires. La sensation qui l'envahit était presque troublante par sa nouveauté, la paix. Pas la fausse paix du déni ou un répit temporaire des ennuis, mais quelque chose de plus profond, de plus substantiel. La paix de quelqu'un qui a enfin trouvé sa place dans le monde, non par hasard de naissance ou de circonstance, mais par un choix délibéré. Le manoir Whitmore, si longtemps symbole de ce qu'elle avait perdu, n'était plus qu'un décor, une structure physique pour quelque chose de nouveau qu'elle construisait. Le vrai foyer n'était pas dans les murs ou les jardins, aussi grands soient-ils. Il était dans le rire de ses filles, dans la confiance lentement reconstruite, dans les possibilités infinies qui s'ouvraient chaque jour. Sophie accourut, tenant quelque chose dans ses mains. « Regarde maman, un papillon s'est blessé. » Emma examina la minuscule créature, ses ailes bleues légèrement déchirées. « On peut s'en occuper ?» demanda Émilie, rejoignant sa sœur. « Bien sûr, » dit Emma. « Nous l'emmènerons à la maison et lui ferons un petit abri jusqu'à ce qu'il aille mieux. » Les filles rayonnèrent, impatientes de leur mission de protéger l'insecte fragile. Emma les regarda discuter de l'endroit parfait pour garder le papillon, comment le nourrir, quand il serait peut-être assez bien pour être libéré. C'est ça que Catherine voulait dire, pensa Emma. Le véritable héritage n'était pas l'argent ou la propriété. Il se trouvait dans les moments de compassion sincère, dans la vision de la beauté dans les choses brisées, dans le courage de recommencer quand tout semblait perdu. Alors que les jumelles retournaient en courant vers la maison, excitées de préparer un refuge pour leur ami blessé, Emma s'attarda dans le jardin. Elle ferma les yeux, inspira profondément et sourit. Son vrai foyer n'était pas le manoir. C'était la nouvelle vie qu'elle avait choisi de créer. C'était la famille qu'elle formait, non seulement par le sang, mais par des actes conscients d'amour et de soin. C'était la paix et non pas de l'absence de lutte, mais de l'assurance que, quels que soient les défis, elle avait enfin trouvé son chemin. Un chemin imparfait, parfois difficile, souvent inattendu, mais incontestablement le sien. Et sur ce chemin, Emma Carter s'épanouirait, comme une rose survivant au gel et aux tempêtes, ouvrant ses pétales au soleil.